Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de débattre de la saison 2 de la mission locale à MLTV. Bienvenue à tous, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, on est sur YouTube principalement, mais également sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre. Troisième thème après les jeux vidéo et le cinéma, cette fois-ci, on va vous parler de la jeunesse au sens large. Et pour en parler avec vous, avec moi, avec tout le monde, Lisa est là. Salut Lisa, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, Ça va merci. bien Oui. Lisa? Ouais, bah nickel. À tes côtés, un petit nouveau, c'est Moshi. Comment vas-tu Moshi? Bah ça va très très bien, merci. Bah, bienvenue à toi, bienvenue à la MLTV. On va longuement parler de ce sujet-là avec toi dans quelques instants. Il y a un autre visage connu, celle de Madeleine. Salut Madeleine, comment vas-tu? Salut, bah moi ça va, tranquille. Ah J'espère que nickel. toi ça va bien aussi. Bon, bah, ça fait bien plaisir. Merci en tout cas à tous les trois d'être là pour parler de ce sujet qui vous tient à cœur, hein, parce qu'il va y avoir pas mal de sous-thèmes dans ce sujet aujourd'hui. On commencera avec l'éducation, ensuite on parlera de la santé mentale, ensuite on fera un focus sur les réseaux sociaux, les bons et les mauvais côtés. En quatrième partie d'émission, eh bien, on parlera des jeunes et des anciens, effectivement, cet écart générationnel. Voilà, les bons côtés, les moins bons côtés. Vous allez tout nous dire également dans cette émission débattre. Et enfin, en dernière partie d'émission, on parlera un petit peu de l'avenir, des générations futures. Comment vous voyez l'avenir dans le futur, tout simplement. Prochainement, voilà, on va essayer de s'exposer et de voir comment vous imaginez le monde plus tard. Allez, c'est parti, on y va. N'hésitez surtout pas à commenter ces émissions avec nous sur les réseaux, à partager et à donner votre avis puisqu'on aime vous lire également. Première partie, l'éducation et on va commencer avec Moshi, voilà, qui va nous parler plutôt de la différence entre toutes les éducations, l'encadrement scolaire et les orientations. C'est complet, dis-nous tout. Alors, euh, donc je vais introduire le thème. La différence d'éducation, moi je vois surtout ça par la différence de mœurs. Par exemple, on peut parler de l'alcool, que avant dans les cantines on pouvait très bien servir du vin, ça posait aucun problème, que maintenant bah, c'est complètement différent. Et on peut voir que il y a beaucoup de changements bah, entre les générations vis-à-vis de ça, parce que maintenant, bah, par exemple, vis-à-vis du racisme, c'est devenu très mal vu. Euh, ou alors, bah, enfin, il y a plein d'aspects comme ça, comme par exemple l'éducation sexuelle, qui est en train de petit à petit se démêler. Et aussi, bah, j'aimerais bien parler, j'ai un trou, De l'orientation. de l'orientation. L'orientation, bah, c'est assez complexe comme sujet, mais ce que j'aimerais bien parler, en fait, c'est que c'est un système assez défaillant au final, parce que je, je pense qu'il y a de rares vocations qui ont été créées avec l'assistante d'orientation. Donc, Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent quand on en discute, hein. Vous pouvez me revoir les émissions de la saison 1. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde disait déjà, c'est que voilà, on n'a pas l'impression que quand on se retrouve face à un conseiller ou une conseillère d'éducation, eh bien, on nous aide à aller dans la voie qu'on aimerait aller. Et voilà. on nous incite à aller dans des, j'ai envie de dire, des lieux, des métiers, là où il y a besoin de recrutement. Mm. C'est ça, hein. C'est ça. Ok. Et il y a pas mal de problèmes, bah, par exemple que maintenant, les métiers, on ne les choisit pas pour ce qu'on va faire, mais plus pour ce que ça va nous rapporter en termes d'argent et d'étiquette sociale, je trouve. Et il y a aussi le fait que, encore maintenant, on nous oriente beaucoup vers des filières complètement mortes. Pour parler de mon expérience, moi, on m'a orienté vers un lycée d'imprimerie pour apprendre à être opérateur PAO. Donc ça va être les personnes qui vont gérer les fichiers avant que ce soit imprimé dans les imprimeries. Le problème, c'est que maintenant, ça se fait plus du tout. Du coup, bah, je sais que pendant ma formation, bah, mes profs étaient assez désemparés et du coup, ils essayaient vraiment de nous apprendre euh, bah, des, des compétences extrêmement larges qui allaient du design au montage audio, juste parce qu'ils ne savaient pas quoi nous apprendre et qu'ils essayaient quand même de nous offrir un avenir. Et ça, c'est dans le centre de formation. C'est-à-dire qu'ils sont un peu perdus sur l'avenir du métier, en fait. Bah, là, c'était dans un lycée pro, Ok. mais ouais. Ok. Et vous avez eu ce genre d'expérience
d'orientation où vous aviez envie des filières peut-être préférées et que finalement on vous a un peu orienté Je, ailleurs, Madine? je sais que moi, la seule fois où j'ai vraiment été, j'ai vraiment été voir une conseillère d'orientation, c'était quand j'étais en troisième, hein, quand j'étais au collège encore. Et en fait, moi, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était développeuse de jeux vidéo. C'était le but. Et en fait, le seul moyen où je pensais pouvoir y parvenir, c'est d'aller dans un lycée très précis, lycée Henri Lauritz à Nancy. Et la conseillère m'avait juste dit que c'était pas possible pour moi au vu de mes notes. Et en fait, elle m'a vraiment redirigé vers un parcours dans un lycée professionnel, ce que je voulais vraiment pas faire. Et, euh, et en fait, elle m'a juste mal calculé ou je sais pas trop, mais je voulais vraiment pas aller partir dans un parcours pro à la base. Et pro dans quoi alors? Dans quelle filière? Et ben en fait, je m'en souviens même pas, mais c'est vraiment pour faire, pour pouvoir faire ce genre de choses aussi. Sauf que je Ouais, me parce dis que que c'est la comparaison, voilà, t'as telle ou telle note, bah en fait, toi, tu peux que aller en filière technologique ou, non, mais ouais, pas le général, quoi. c'est ça. Un peu, c'est ça l'idée. Mais voilà, après le truc voilà, c'est que moi j'ai été accepté dans mon lycée, donc je si j'avais un message à faire passer à cette personne, bah mal fait pour vous, hein, bien fait, j'ai gagné. C'est tout. Ok. Ah oui, bah, Bah ouais, oui, bah au j'ai moins, t'es gagné. content, c'est Bah bien. ouais, c'est très bien. J'étais dans mon lycée, il était très très bien. Elisa, toi, ça va? Ça s'est plutôt bien passé ou justement, Euh, c'est un petit peu pareil, c'est un peu chaotique, cette orientation? Bah, moi, je voulais limite faire un lycée pro de cinéma, donc partir, commencer de la troisième à la terminale. Mais il y a mon prof, mon prof principal qui me disait oui, mais t'as les capacités, tout ça, pour aller en général. Et bah, ma mère, elle avait déjà vécu ça étant enfant. Et elle, du coup, bah, elle avait, je sais plus, enfin, et elle a dit, bah non, enfin, c'est elle qui choisira où est-ce qu'elle va aller. Bon, au final, je suis pas allée là parce que c'était trop loin et c'était trop compliqué. Mais j'ai eu aussi donc, une conseillère d'orientation, mais c'était pendant le confinement. Donc c'était que par téléphone. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. À l'époque là, je voulais faire photographe, donc elle m'a juste dit, bah cherche des écoles de photographes. Ah oui, Et voilà. merci. C'est pas. Jusque-là, tout va bien. Voilà, on avait fait des petits tests aussi, mais je savais déjà que c'était dans la filière artistique, tout ça, quoi. Ça m'a pas trop aidé. D'accord. Mais t'as quand même fait une école de Non, non, photographie non, ou moi pas? Ah, pas du tout, du non, coup. j'ai rien fait. Ah oui, du coup, ok. Bah, je vais faire un lycée général, quoi. Général, voilà, t'as suivi ce que la conseillère d'orientation t'a dit. Oui. Ouais. Et tu regrettes? Non? Non, parce que bon, bah, j'ai un bac général, quoi, mais. Ouais, mais t'apportes quoi dans la filière que t'as envie de faire? C'est Ah, ça aussi, non? bon, pas grand-chose, mais. Ouais. Mais après, après le bac, il y a justement aussi Oui, oui. tu peux aussi Mais apprendre. maintenant, je veux plus faire ça, Ah donc. oui, tu veux, d'accord. Bah, on va perdre ton temps, du coup. Complètement changé de Un sujet. truc qui est vachement intéressant, du coup, c'est de voir aussi qu'il y a certaines filières qui sont beaucoup plus valorisées que d'autres. Et comme par exemple, vu que les notes de Lisa et ses compétences étaient plus élevées, bah, on a décidé de l'orienter vers autre chose que ce qu'elle voulait. Ce qui n'a aucun sens. Et bah, ça se voit aussi avec Madeleine, où du coup, tes notes sont pourries, du coup, non, tu pourras pas aller dans tel lycée et faire telle chose. Enfin, c'est stupide d'orienter les gens comme ça. Surtout qu'aussi, bah, le fait de classer les gens en fonction de leurs notes, c'est un peu débile parce que bah, maintenant, enfin, je sais que on verra ça. J'arrive pas à m'exprimer. Bref. Euh, Bah, maintenant, on cherche surtout à apprendre du par cœur et pas à essayer de comprendre et développer des compétences. Oui. Et vous, l'idée, ça serait quoi alors, si c'est vous, là, ou la conseillère d'orientation, c'est comment vous voyez les choses pour diriger un petit peu plus tous ces jeunes vers ce qu'ils ont envie de faire? Ça serait quoi la bonne solution selon vous? Écouter forcément ou mettre en place quelque chose qui ferait que ça pourrait peut-être aider à savoir si c'est quand même la bonne ou mauvaise direction? Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais peut-être qu'on se trompe aussi. Donc, je sais pas. Il y a vous avez des solutions peut-être? Bah déjà, laisser plus de temps, parce que bah, il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de troisième et qui savent absolument pas quoi faire. Mhm. Surtout que bah, le contexte en troisième, c'est que en même temps, on te met la pression pour savoir ce que tu veux faire de ta vie, pour le brevet. Enfin, à un moment, c'est juste
mal fait. Puis l'âge n'est peut-être pas approprié, on est quand même en troisième, on est encore jeune, Voilà. on n'est peut-être pas assez mature non plus aussi dans sa tête pour savoir exactement ce qu'on veut faire. On a des idées, pourquoi pas, mais ce serait quoi, des stages ou des choses comme ça? Parce que je pense que les stages, ça peut beaucoup aider pour se mettre en immersion et puis sentir si on est à sa place ou non. Ouais. Je pense que les stages, ça peut aider. Alors après, oui, c'est sûr que si on veut mettre en place quelque chose en tant que conseiller, bah oui, moi je serais plus d'avis de laisser plus de temps aux jeunes, ou alors, et puis chercher aussi des solutions pour eux, pour qu'ils puissent réaliser un peu ce qu'ils veulent faire. Mais peut-être que voilà, si c'est pas possible de passer par un tel passage, on peut passer par un autre passage. Après voilà, faut pas non plus aller dans des extrêmes, comme par exemple ne pas aller dans un lycée général et dans un lycée pro. Voilà, je veux dire, on peut pas faire toutes les mêmes choses, on peut pas faire les mêmes choses en ces moments-là avec un différent parcours professionnel ou enfin plus éducationnel. Donc il faut juste vraiment laisser du temps aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire, vraiment. Si c'est vraiment qu'une idée comme ça qui passe ou si c'est vraiment ancré dans son esprit ou quoi. Et en fait, bah, creuser dans ce sujet-là. Mhm. Moi, je pense que c'est le mieux à faire. C'est mieux à faire. Aussi, je trouve ça vachement bien. Enfin, je sais que mon lycée, personnellement, a organisé des visites d'entreprise. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de déjà mettre le pied sur le terrain, de savoir du coup au moins où on va, où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et aussi, bah, ça permet forcément de vraiment créer des vocations. Le fait de faire découvrir des métiers, au lieu de juste dire, bah, va en général, t'as de bonnes notes. Oui, clairement. C'est ça. Donc oui, les stages, ce serait vraiment une vraie solution. Oui. Enfin, moi, je parle de mon parcours brièvement pour expliquer, parce que c'est le parcours que moi j'ai fait. C'est pareil, on m'a orienté parce que j'étais vraiment très mauvais en général. Depuis l'école, c'était pas mon truc du tout. Je suis parti en maison familiale, donc en MFR. Et en fait, les MFR, c'était quatrième, troisième, mais avec des stages entrecoupés 15 jours à l'école, mais 15 jours à découvrir les métiers qu'on a envie de faire. Et on avait 3 à 4 stages par an à faire. Donc du coup, ça permet de voir une palette de métiers différents, et de se projeter et de se dire. Donc moi, j'ai fait plein de stages où j'ai su que jamais j'irais dans cette direction-là parce que ça ne m'intéressait pas. Mais ça m'a ouvert des vocations un peu par hasard, en étant dans une cabine de projection un jour où je suis amoureux du cinéma, mais je me disais pas, tiens, je ferai ce métier-là. Et en fait, en faisant le stage et en découvrant le métier, je me suis dit, waouh, ben, en fait, c'est super cool, j'aimerais vraiment faire ça. Et en fait, ça m'a orienté vers cette formation, à CAP. Et ensuite, j'ai pu faire ce métier-là. Et puis, voilà, la passion était là. Un métier passion, j'ai envie de dire, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien, quoi. De se lever le matin et pas de traîner les pieds pour aller au boulot, je le souhaite vraiment à tout le monde, parce que c'est un petit peu ça. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'école se modernise un petit peu de manière générale dans les filières générales. Peut-être pas pour tout le monde, parce que ceux qui se sentent à fond pour faire que de la théorie, eh ben ok. Mais il y a aussi dans le général des classes qui généralisent un petit peu dans le format des maisons familiales, parce que je prends cet exemple-là parce que je suis passé là-dedans, et proposer plusieurs stages, parce qu'en troisième, on fait quoi? C'est un stage dans l'année? Une semaine, ouais. Une semaine. Comment on peut en une semaine se projeter? Parce que on peut très bien avoir une mauvaise expérience. Par exemple, je fais une semaine en boulangerie, pas de bol, je tombe sur un maître, enfin je dis d'apprentissage, un maître de stage qui est pas cool, qui est pas dedans et qui m'apprend pas le truc, ça me dégoûte du métier, alors que finalement, je serais allé pendant 4 semaines, un mois, découvrir le métier, peut-être que du coup, j'aurais le déclic, quoi. Donc, je sais pas. En vous écoutant, j'ai un peu le sentiment que c'est ça. Enfin, moi, je mettrais ça en place parce que je pense que ça aiderait énormément au lieu de faire des stages d'une semaine qui riment à rien, quoi. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Moshi, tout à l'heure, un petit peu sur la présentation du thème de l'éducation. Tu parlais de la cantine et puis du vin. J'ai jamais entendu qu'on pouvait boire du vin en cantine avant, donc c'est pour ça que ça m'intéresse de Je savoir. parlais de l'écart générationnel et des mœurs qu'il y avait. Avant, on avait un rapport à l'alcool qui était très dramatisé. Et d'ailleurs, peut-être encore maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui boivent pour le social. Et c'est pas forcément normal, je trouve, parce que ça reste une substance qui n'est pas anodine. Et le fait d'en voir partout et de la dédiaboliser, ça a des conséquences que je trouve relativement graves. Ouais, c'est ça, de se dire, je vais boire un coup avec quelqu'un pour essayer que socialement je m'intègre, quoi. Oui. Comme il y en a certains qui fument. Moi, j'en sais, j'en connais qui fument parce que si on fume pas dans l'entreprise, eh ben, on continue à parler des dossiers pendant les pauses où les gens y fument entre eux.
toi tu fumes pas, tu es au bureau et en fait tu passes à côté de plein de choses parce que justement, bah, t'as pas l'impression d'être dans le coup. Donc, genre, moi j'en connais qui se sont mis à fumer pour pouvoir être dans le coup et se sentir intégrés dans l'entreprise parce que ben, il n'y a que comme ça qu'on arrive à discuter avec ses collègues, quoi. C'est à peu près le même discours que tu C'est voulais ça, oui. avec l'alcool, exactement. L'éducation, d'autres choses à ajouter? Pour encore parler du changement qu'il y a eu avec notre génération, c'est que l'école c'est devenu obligatoire depuis quelques années. En faisant ça, ça a créé beaucoup de mixité sociale. Ce qui est très intéressant, c'est que avant, l'école c'était réservé un petit peu pour les élites, parce que forcément, tout le monde n'était déjà pas capable au niveau des ressources de se le payer ou d'y aller. Souvent, les enfants étaient là pour aider et travailler. Et d'ailleurs, le fait de rendre l'école obligatoire, ça a beaucoup aidé pour la condition des mineurs en général, parce que même si l'école c'est fait pour apprendre, je pense qu'il y a aussi des relents d'éducation qui sont là, surtout au début en primaire. Et c'est vachement intéressant aussi de voir que du coup, la mixité sociale, ça crée vraiment, ça casse tout le côté hiérarchique qu'il y a au niveau des classes sociales. Et je trouve que c'est vraiment bien. Quelque chose à ajouter sur ce sujet? Non? Non, 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 tout mais va bien. c'était intéressant. Donc voilà pour la partie éducation. On va maintenant partir plutôt sur la santé mentale dans la jeunesse en général. Aujourd'hui, on continue toujours avec toi, Moshi, et justement, tu vas nous dire quelles sont les personnes qui sont touchées et aussi la difficulté de certains praticiens pour pratiquer aujourd'hui. Bien sûr. Alors, déjà, j'aimerais bien commencer par quelques chiffres. Ouais, c'est toujours Euh, intéressant ça, les chiffres, ça parle. Déjà, selon l'Ipsos, un site que j'ai utilisé pour mes sources, 49% des adolescents en France sont touchés par des problèmes d'anxiété et 41% sont concernés par des symptômes dépressifs en 2024. C'est des chiffres énormes. C'est énorme, c'est clair. Euh, donc déjà, ça montre que la condition des jeunes est assez problématique pour plein de raisons. Mais d'un autre côté, ça crée, je trouve, beaucoup plus d'importance aux aides au niveau des psys et des psychiatres, ça aussi, au niveau de l'écart générationnel, ça a beaucoup évolué. Parce qu'avant, c'était surtout, ah, tu vas voir un psy, tu vas voir un psychiatre, t'es fou. Alors que non, en fait, pas du tout. Même une personne complètement saine peut aller voir l'aide d'un psychologue juste pour avoir du recul sur sa situation ou un bonus d'intelligence émotionnelle. Je trouve que c'est très utile et même encore maintenant, bah, assez sous-présent, est-ce que ça se dit? Non, je pense pas, mais on a compris ce que tu voulais dire. Et, mais du coup, il y a aussi certains problèmes qu'il y a encore vis-à-vis de ça. Tout n'est pas parfait. Par exemple, le fait que les rendez-vous chez un psychologue ne sont très rarement remboursés, sauf à part dans les CMP, où en fait, ils sont très souvent complètement surchargés. Et c'est quoi les CMP pour juste pour les personnes C'est qui... les centres médico-psychologiques. Ok, Voilà. c'est déjà fait. Ça situe du moins. Aussi, un autre problème qui se voit, c'est certains psychologues ou psychiatres qui ne sont pas safe, donc qui vont pas nous accepter pour nos différences, ou alors juste qui vont pas forcément savoir nous aider, soit parce que le problème n'est pas forcément issu à nous-mêmes, mais vient du contexte dans lequel on est. Par exemple, on peut voir que quand il y a 41% de jeunes qui ont des problèmes d'anxiété, c'est pas forcément individuel comme problème. Je pense que c'est plus global et qui vient, par exemple, du coup, d'un encadrement scolaire qui n'est pas favorable à grandir sainement. Parce que je pense que du coup, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont mal vécu leur scolarité. Mm. Et ça, je pense qu'il
on peut en parler. Je sais pas si vous avez eu des expériences. Mal vivre sa scolarité? Oui. Oui. Bah oui, bah moi je me suis fait harceler quand j'étais au collège, quoi. Donc Ah ouais. c'était assez violent le harcèlement que moi j'ai subi quand j'étais au collège. Parce que moi quand j'étais encore plus jeune, moi j'étais très j'étais très pas violente mais turbulente. Je me faisais quand j'étais encore à l'école, je me faisais engueuler souvent par ma directrice parce que je faisais n'importe quoi. Et moi, quand je suis arrivé au collège, en fait, je faisais un peu ma grande. Je voulais un peu me taper avec des troisièmes, parce que je venais à peine d'arriver en sixième, quoi. Et ça a mal fini, en fait. Moi, à ce moment-là, de la cinquième jusqu'à la quatrième, je me faisais harceler par énormément de mes camarades. Je me faisais insulter, menacer de mort. On me tabassait presque tous les jours, en fait, hein, à tel point que j'avais que des bleus sur mon corps, et c'était un peu compliqué à cacher. Mais c'était assez violent, ce que moi j'ai subi. Et voilà, ça a un peu ruiné ma scolarité, hein. Beaucoup de choses à cause de cette situation-là. Moi, ça m'a dégoûté en fait d'apprendre des choses parce que bah, je sais pas, j'allais dans un endroit allait me faire que du mal au final. Tu l'expliques comment, du coup, cette maltraitance par rapport à... Ah bah, c'est parce que j'étais différente des autres. Oui, c'est ça. C'est à cause de la différence, encore une fois. C'est parce que j'étais différente. Enfin moi j'étais pas, voilà, je pense que j'ai quand même certains syndromes un peu autistiques ou quoi. Et je sais très bien que moi je suis différente des autres parce que j'ai une autre façon de penser que la norme. Tu vois les J'aime choses autrement, et voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça exactement. Et du coup, je voyais ces choses différemment. Et puis en plus de ça, que moi j'étais assez violente du coup envers d'autres personnes, ça les a encore plus rameutés. Et puis ils ont déchaîné leur colère sur moi en fait. Et tu l'expliques comment, justement, cette colère et cette façon d'agresser les autres, toi? Quand tu étais à cette époque-là, c'était quoi? Cette façon de te rebeller, de montrer d'exister, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ah, tu sais Là toujours pour pas le coup, je sais aujourd'hui, t'as vraiment toujours pas. pas de Non, toujours réponse à pas. ça. Ok, je pensais qu'avec le Euh, recul, justement, sur l'instant T, on sait pas pourquoi on réagit comme ça, mais peut-être qu'avec le recul, on arrive à j'ai pas, analyser les choses. j'ai pas encore assez de recul sur la situation, mais moi le seul truc qu'on m'a dit, c'est parce que bah mon père était sanguin, du coup bah moi aussi. Ok, résumé est là, super. Voilà, j'ai que C'était il y a ça. combien de temps pour qu'on essaye de se situer? Ah bah du coup, quatrième, cinquième, c'était en 2015-2016, alors c'était il y a presque Ouais, il y a plus de 10 ans, quoi. plus de 6 ans, quoi. Oh, ça va faire 10 ans. Oui, 10 ans. plus de 10 ans. Ouais, 10 ans? ouais, ça passe On est tellement en vite. 2025, c'est vrai. Eh ouais, Ça va faire plus de 10 ans, ouais. Lisa. Bah moi j'ai pas été harcelée. Bah, il y a eu des regards, des remarques, des choses comme ça. Mais en soi ça allait. Bah, tant mieux, t'as le droit aussi. Oui, non, mais Heureusement que ça existe. Heureusement que ça ça allait, existe. bah, sauf, bah, je vais en parler après, mais quand il y a eu le Covid et tout ça, C'est une période c'est une plus période compliquée, quoi. compliquée et en même temps une période qui m'a sauvée, donc Ah oui, ok. voilà. Ah oui, non, plutôt dans ce sens-là. Moshi? Bah, je vais parler de mon expérience Bah aussi, oui du coup. aussi, ouais. J'ai pas souffert particulièrement d'harcèlement, ça se voit pas. Euh, euh, bah, moi, mauvaise expérience, elle part en fait du fait que j'ai des lacunes au niveau scolaire. Déjà, on m'a diagnostiqué, comment ça s'appelle? Le truc où tu confonds les lettres, qui a un nom. Dyslexie. Dyslexie, voilà. Tellement. Euh, Sauf que je pense que déjà il y a plus que ça. Mais du coup, ça a fait en sorte que bah, j'étais censé avoir droit à des aides. Euh, donc je me rappelle, on m'a fait cocher toute une grille avec plein de listes d'aides, comme par exemple me mettre à l'avant des classes pour mieux entendre, que au lieu de devoir lire des livres en devoir, j'avais des résumés plus courts, ou pour le brevet, au lieu de devoir écrire une dictée, je devais faire bah, un texte à trous. Il y avait ce genre de choses. Mais dans tout ce que j'ai marqué, en fait, il n'y a que un ou deux trucs que j'ai cochés qui ont été respectés. Parce qu'au final, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que juste, on est allé voir mes profs en leur disant, oui, bah, cet élève a des lacunes, a de la dyslexie, et vous devez l'aider globalement. Je pense qu'il n'y a pas eu d'explications réelles sur ce que j'avais besoin et ce que j'avais demandé aussi. Parce que bah, concrètement, ce que j'avais, c'est rien du tout. Soit les profs, on n'avait rien à faire, soit à la limite, j'avais un +1 sur mes copies,
ou alors on me mettait pas des notes en moins parce que mon écriture était mauvaise ou parce que je faisais des fautes que je ne pouvais pas éviter. Et ce genre de choses. Et je trouve que quand on a de la neuroatypie ou alors quand on a besoin d'aide niveau scolaire, quand on a des lacunes, on est super mal encadré. Rien que par exemple aussi, moi je me rappelle que au collège, il y avait ce qui s'appelait une classe SECPA, sauf qu'en fait c'était juste une classe qui rassemblait les cancres et du coup ils se faisaient tous harceler. Enfin, ça a fait en sorte qu'il y avait un groupe différent des autres et Ouais, qui bah, était un peu exclu, quoi. C'est-à-dire, on ils vous met étaient là. complètement exclus et les gens qui n'y étaient pas, justement, c'était vraiment, n'aie pas des mauvaises notes, travaille bien, sinon tu vas finir en SECPA. Ah oui, c'était limite la Mm. menace, quoi. Donc C'est ça. oui, on nous menaçait justement de nous mettre dans un groupe comme ça et je trouve ça atroce. Ouais, Mm. franchement, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas connu ça, mais ouais, j'essaie d'imaginer, c'est ouf, quoi. Ok, et Après, pour les SECPA, il y a aussi eu énormément de trucs sur Internet. Mm. C'était un même assez connu, qui est même très raciste, qui s'appelle Mamadou Sekpa. Et c'était juste un type. Le personnage avait vraiment une tête complètement défoncée et juste il faisait, enfin, il faisait n'importe quoi en ville et tout ça. Et juste c'était une blague. C'était voilà, c'est Mamadou Sekpa parce qu'il était en Sekpa. Et bah du coup, voilà, forcément ça a généralisé la ça chose. généralisait la chose et ça rendait moins. On n'avait pas envie d'y aller en fait. Oui, forcément, oui, oui. C'est encore pire quoi. Ça servait à rien. Et du coup, on t'a jamais conseillé, par exemple, un orthophoniste ou quelque chose qui serait un peu plus logique Euh, un vrai professionnel qui peut juger exactement c'est quoi les lacunes et ce que tu aurais eu besoin. Parce que je ne comprends pas que ce soit à toi de cocher dans une case enfin, ce dont tu as besoin. Enfin, tu peux pas faire ton auto-analyse. Tu es justement à l'école pour apprendre et pour qu'on t'aide à aller dans le bon sens pour apprendre aussi bien que les autres. C'est vrai que je trouve ça incroyable qu'on te dise bah, coche sur ce que tu as besoin. Je sais pas à toi de faire ça. Bah, euh, je sais que du coup, pour avoir droit aux aides, il fallait être suivi par une orthophoniste, ce que j'ai fait et ce qui a diagnostiqué, euh, La j'ai oublié le mot, dyslexie. la dyslexie. Dyslexie. Mais il y a aussi un autre truc qui est encore pire, c'est que moi, globalement, et ça au niveau de toute ma vie, j'ai jamais pu suivre un rythme de travail. Ça n'a jamais fonctionné. En fait, mon problème, c'est que j'ai de la phobie scolaire et j'ai de la phobie au travail. Et concrètement, ça fait en sorte que le matin, quand je me réveille pour aller au travail, je suis juste paralysé pendant des heures. Et la seule chose qui peut faire en sorte que je me bouge, c'est à la limite appeler le lieu pour dire que je pourrais pas venir parce que ça va pas du tout. Et ça a fait en sorte que j'ai jamais pu suivre un rythme scolaire normal et personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé à suivre, personne n'a essayé de comprendre. Euh, En fait, ce qu'il y avait, c'est que juste personne n'y prêtait d'attention, globalement. C'est juste j'accumulais des absences et je devais en subir les conséquences, mais sans s'y intéresser plus que ça. Et ce qui s'est passé il y a, je crois, du coup, bien 2 ans, quand j'étais au lycée, euh, bah, je sentais que ça allait de moins en moins, que j'accumulais les absences et que vraiment je pouvais plus suivre du tout. Même quand j'arrivais à venir en cours, ça marchait pas, j'avais peur, j'arrivais pas à suivre. Et au niveau de mes notes, ça suivait pas du tout. Et du coup, j'ai essayé de vraiment demander de l'aide cette fois, vu que j'avais aussi pris conscience du problème. Parce qu'avant, on disait juste que j'étais feignant, et puis voilà, fais tes heures de colle, et puis voilà, tu pourras être absent plus tard. Globalement, c'était ça. Là, j'ai essayé d'en parler à mes profs, aussi aux supérieurs, aux gens qui sont censés aider les élèves finalement. Et tout ce que j'ai eu dans ce lycée, c'est que juste ça a fait en sorte que au début ils ont essayé de me comprendre, ils n'ont pas compris, et ça s'est retourné contre moi parce que ça a fait en sorte qu'ils ont arrêté de juste de faire oui cette personne est absente tout le temps mais cette personne a fait un mot donc il n'y a pas de souci. Du coup ça a fait en sorte que ça a plus suffi et ça m'a rajouté des problèmes en fait. Déjà, il y a beaucoup de pression qui s'est tout de suite accumulée sur moi vis-à-vis de ça. Donc, à essayer de me presser à venir en cours, euh, ça peut être en essayant de me faire culpabiliser, en mode nous, on t'attend à venir en cours, tu t'es engagé à faire ces études, donc tu dois venir en cours.
comme si bah, je trouvais pas ça important, comme si je m'en foutais, alors que c'était pas du tout le cas. Euh, Puis il y a aussi la notion d'abandon, je pense qu'il y avait, en mode est-ce que cet élève peut terminer, peut aller jusqu'au bac ou pas? Et bah, visiblement, non, il pensait pas. Euh, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, j'ai arrêté les cours complètement pendant une période. Bah, il y avait une période de stage que du coup j'ai décidé de sauter pour justement essayer de trouver de l'aide bah, d'un psychologue, d'un psychiatre, enfin voir ce que je pouvais faire. Bah, ça n'a pas trop donné, mais le repos que j'ai accumulé a fait en sorte que j'ai pu reprendre les cours au moins comme avant. Sauf que bah, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que vu que j'ai accumulé trop d'absences, bah, la principale a voulu absolument me virer. Donc déjà ce qui s'est passé c'est elle m'a dit un ultimatum du style bah jusqu'à la fin de l'année tu arrêtes complètement de sauter les cours, c'est plus possible, tu as accumulé trop d'absences et même comme ça je pense pas que tu puisses réussir les études et aussi en plus de tout ça bah tu ne prendras pas tes vacances et tu rattraperas bah, le stage que tu as manqué. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, je lui ai dit que bah, je ferais mon possible, que bah, dans la situation actuelle, je ne sais pas si je pourrais suivre tous les cours, parce que bah, si j'ai pas pu suivre avant, durant toute mon enfance, toute mon histoire, je doute que juste en me disant de le faire, ça va changer quoi que ce soit. Euh, et aussi concernant la période de stage, bah, c'est difficile de trouver un stage en plusieurs mois, donc en 3 jours. Oui, Compliqué, ouais. compliqué, compliqué. Du coup, bah, je lui ai dit que je ferais mon possible et qu'on verra. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, bah, je me suis fait tout petit. Euh, et ça a fait en sorte que j'ai pas eu à rattraper mon stage. Parce que juste, bah, vu qu'il n'y avait plus rien sur moi, bah, du coup, il s'attardait pas sur le fait que j'étais un problème. Sauf que, bah, à un moment, forcément, ça allait plus. J'ai remanqué des cours. Et bah, là, ça a fini en conseil de discipline où, globalement, c'était bien 2 heures de lynchage où on m'a dit que j'étais en échec scolaire, qu'avec mes absences, c'était impossible que je suive les cours et que j'aille jusqu'à la fin de la formation, que je pouvais pas redoubler parce que gna 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 des excuses, et que en fait, bah, ils voulaient juste me décourager et me virer ce qu'ils ont fait. Et même après ça, vu que bah, techniquement, il n'y avait pas de raison de me virer parce que mes absences étaient justifiées, surtout que bah, j'étais allé voir un médecin qui avait justifié ses Ok, absences bah, et tout, tester tout ça, ouais. bah, j'ai essayé bah, d'envoyer des lettres pour au moins que ça se répercute sur le lycée de virer un élève pour rien, juste parce qu'il a demandé de l'aide, et ça n'a rien donné, juste on m'a laissé en vue. Donc voilà, j'ai eu un parcours pas fifou, mais du coup ça montre bien le fait que pour les personnes en difficulté, c'est ultra compliqué et on n'est quasiment pas pris en charge en fait, sauf si on se bat vraiment et si on est bah, repéré très très tôt. Moi ça n'a pas été mon cas pour quoi que ce soit. Du coup bah, j'ai bien morflé et maintenant bah, je galère toujours et j'ai aucun diplôme. Donc au niveau scolaire, ouais, j'ai pas passé un bon moment, hein, moi. Et tu vois ça comment pour l'avenir, de ton côté, ça serait quoi? Plutôt des formations sur des choses précises pour justement rattraper tout ça et essayer de revenir dans le milieu du travail plus facilement? Euh, Bah, en ce moment, c'est vachement compliqué. J'ai essayé de m'orienter depuis le début de l'année. J'ai fait un stage qui s'est très mal passé. Et depuis, en fait, bah, on m'a fait prendre conscience que je, je pouvais juste pas travailler, en fait. Pas avec les horaires qu'on me demande, pas dans le contexte qu'on me demande. C'était juste pas possible. Du coup, je pense que bah, pour l'instant, la seule issue que je vois, c'est soit de trouver une perle rare, donc un travail où on saura respecter mes différences, avec des horaires que je puisse suivre, soit bah, juste voir avec des psychiatres pour vivre d'allocation.
parce que j'ai pas d'autre issue en fait. C'est juste impossible pour moi de travailler. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout. Donc, à voir. Ah oui, donc, on te souhaite bien du courage parce que ouais, ça doit pas facile. Ça va pas être très, 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 très simple. On va passer à un autre sujet sans transition avec Lisa, hein. Mais là, toi, c'est plutôt la période de la Covid qui a été quand même une période assez difficile pour beaucoup de monde, mais pas pour toi. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, plus ou moins. Bah, un peu, mais pas. Ça a été. Tu l'as bien vécu. Bah, bah, du coup, donc, le Covid est venu quand moi j'étais en seconde. Ok. Donc, bah, déjà, moi je me suis dit, je vais rentrer au lycée, tout le monde dit que c'est bien. Moi je me suis dit que tout le monde allait être adulte, qu'il allait avoir du respect, enfin, que j'allais être libre d'être qui je suis, quoi. Et c'était pas du tout ça. Donc, après un mois, j'ai eu une espèce de. Bah, je me sentais pas bien, quoi. Donc, j'ai commencé à être suivie par une psy en CMP, donc à côté du lycée. Et bah, ça a continué comme ça. Bon, j'ai suivi les cours, quoi. Et ensuite, bah, il y a eu le Covid en mars. Donc, c'était plus d'école en présentiel. Et bah, moi, ça m'a fait un bien fou de juste De bah, couper avec de le milieu couper avec, scolaire. oui, avec le milieu scolaire. En fait, moi, j'ai toujours aimé l'école parce que j'aime apprendre. Mais en fait, c'est les autres, ils m'énervent, quoi. Ouais, c'est la relation avec les camarades Bah oui, qui. enfin, ils C'était sont, quoi le problème alors bah, ils sont selon pas toi? matures, quoi. Ah oui, c'était ça. Oui, tu te sentais plus Bah en oui, je avance que pense qu'à les autres, quoi. à l'époque, j'étais plus mature. Maintenant, non, parce que du coup, je pense que vu que je me suis isolée socialement parlant, bah j'ai plus de problèmes maintenant. Et bah voilà quoi. Et donc du coup, je l'ai très bien vécu. Et j'allais reprendre donc en première, donc comme tout le monde. Je m'étais inscrite au lycée. J'avais hâte parce que j'avais choisi mes spécialités, tout ça. Et sauf que bah, 2 semaines avant la rentrée, j'ai fait des énormes crises d'angoisse, euh, plein de trucs. Et donc du coup, bah, au final, bah, je suis partie au CNED. Donc j'ai fait 2 ans au CNED. C'était pas non plus... Enfin, j'étais pas assidue. Je faisais mes devoirs, mais bon, Et tu l'expliques comment j'ai ça? Parce rien appris, que quoi. comme tu dis, que la Covid, justement, ça t'a plutôt apporté, parce que justement, il y a ce côté isolement, mais tu pouvais suivre tes cours plus sereinement. Oui, Mais là, j'ai envie de dire, le CNED, c'est un peu ce même principe, c'est-à-dire qu'on est, on est autonome chez soi, oui. on suit les cours à distance. Alors du coup, Mais quelle est la différence pour toi et que ça n'a pas matché avec le CNED, justement? et bah parce que j'avais pas de cadre quand même. J'avais pas de, enfin, on avait des profs, mais il y avait pas, c'était pas des visios. C'était notre rythme à nous. Mhm. Et donc en fait, moi, je sais qu'il me faut quand même un cadre, mais Ouais, c'était différent, ouais, quoi. voilà. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, les personnes sociables et qui n'ont pas d'anxiété sociale, et bah, je pense qu'ils l'ont mal vécu et je peux comprendre. Euh, du coup, et pour les personnes casanières et un peu réservées ou en avance sur les autres, bah, je pense qu'ils l'ont plutôt bien vécu comme moi. Après, bien sûr, le confinement, bah, y a pas que ça, il y a aussi la perte des proches. Donc ça, c'était... Encore autre chose, oui. Mm. Ça joue sur la santé mentale aussi. Euh, mais du coup, beaucoup de monde se sont remis en question aussi, généralement. Mhm. Ça a donné suite à des reconversions aussi qu'on a pu observer. Beaucoup, oui. Et puis on a aussi pu passer quand même du temps avec ses proches, vu qu'on était confinés. Donc, donc voilà, mais ça a aussi donné suite, donc après le confinement, à de l'hypochondrie, l'anxiété sociale. Enfin, il y a eu un... Ouais, d'autres maladies mentales qui Oui, voilà. sont. Enfin, la santé mentale chez tout le monde. Enfin, je pense que ça... Il y a eu du pour certains et Oui, malheureusement du contre mais je pour pense qu'il d'autres. y a eu beaucoup de chutes, on va dire, dans bah, dans la santé mentale de beaucoup de monde, quoi. Mhm. Donc,
Et comment vous l'avez vécu, ça, si on reste sur cette période de Covid? Madeleine, peut-être? Oui. Ça, oui, parce que je l'ai vu hocher la tête et être plutôt d'accord. En fait, moi, le confinement, c'était un peu différent. Enfin, c'était étrange pour moi. Parce que moi, quand je suis arrivé au lycée, bah, déjà, voilà, moi, je pensais que ça allait changer. Parce que moi, le confinement, c'était quand j'étais en première. Et en fait, bah, j'ai passé une année complète de lycée, tranquillement. Voilà, je me suis fait un groupe d'amis, je me suis même fait un glow-up niveau vestimentaire. Bref, j'étais une légende. Et en fait, quand je suis en première, en janvier, en fait, je sors avec mon ex-copine. Et 2 mois plus tard, en fait, on doit ne pas se voir pendant au moins 2 mois à cause du confinement. Ça m'avait vraiment fait du mal à ce moment-là. Mais en même temps, il y avait ce truc de, moi je suis très casanière à la base, j'aimais énormément jouer aux jeux vidéo, j'aimais énormément faire des trucs sur Internet, etc. Et là, en fait, j'avais presque tout le temps du monde pour le faire. Je devais pas aller au lycée, j'avais juste à aller sur mon petit ordinateur et aller sur un groupe Zoom, et puis c'était tout. Et puis voilà, c'est à ce moment-là aussi où je me suis rapproché de mon groupe d'amis du lycée très proche, où pendant les cours de français, on faisait des Hunger Games sur Minecraft, il n'y avait aucun souci, mais c'était exceptionnel. Mais voilà, c'est une période, moi, que je retiens surtout par ces bonnes choses-là. Mais oui, il y a eu des moments où j'en pouvais plus. J'en suis même d'un jour où j'avais qu'un seul cours dans la journée qui durait 3 heures. C'était le cours préféré, mon cours préféré, c'était NSI parce que le professeur était exceptionnel et tout ça. Et ici, c'est quoi? NSI, c'était numérique, sciences, ingénieur, Ok, quelque chose du genre. En fait, on faisait un du peu de code, on tout. faisait du Python, faut pas, Ouais, on faisait ok. du code sur nos PC. Et moi, j'aimais énormément ce cours-là parce que le prof, il m'aimait bien aussi. Et il y avait un jour où je suis juste pas allé parce que je me sentais pas bien. Le matin, je m'étais réveillé à 6 heures parce que il fallait que je me prépare. J'ai pas su me lever de mon lit. J'ai pas réussi de la journée à me lever de mon lit. Je suis même pas allé manger le midi, je suis pas allé manger le soir. J'ai vraiment passé ma journée dans mon lit à pourrir. Je regardais des scans de mangas et tout ça sur mon téléphone, mais j'arrivais pas à partir, j'arrivais pas à me lever pour travailler alors que tous les autres jours j'y arrivais. Mais oui, le confinement, c'était un peu compliqué quand même pour moi dans le sens où ça m'a encore moins, ça m'a encore plus éloigné des cours qu'avant. Et, euh, et c'est sûr que bah, quand j'avais des cours à distance, moi j'arrivais pas à me concentrer dessus et je préférais jouer à des jeux parce que je trouvais pas l'utilité de faire des cours à distance. Ouais, tu avais plus le sentiment de t'évader comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Mon shit, cette période. Bah, je partage beaucoup de choses avec Madeleine. Parce que moi aussi, je suis assez casanière de base. Oui, cette période, ça a été un petit peu comme des vacances bizarres. Moi, du coup, ça m'a permis de faire un gros break au niveau des cours, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Encore plus de pas avoir le sentiment de devoir suivre les cours en ligne. Moi, je l'ai juste pas fait parce que j'en voyais pas l'intérêt, je trouvais ça bizarre et si je pouvais les éviter, autant le faire. Du coup, je l'ai fait. Et concrètement, moi, ça m'a permis de me rapprocher de mon groupe d'amis en ligne et d'essayer un petit peu de m'évader de la situation où j'étais, ce qui était assez bien. Par contre, si on parle de la situation globale, oui, il y a eu aussi beaucoup de mauvais côtés, beaucoup de gens qui l'ont très très mal vécu de déjà pas pouvoir sortir de chez soi, et que aussi, pour beaucoup de personnes, faut le dire, le chez soi, c'est pas un milieu agréable et sain. Par exemple, il y a eu beaucoup plus de cas de maltraitance conjugale durant cette période, et il faut le rappeler. Euh, voilà, je voulais juste souligner ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. On va passer au thème suivant, mais toujours sur la santé mentale, avec Madeleine cette fois-ci qui va nous parler des réseaux et des dangers de l'harcèlement également depuis les réseaux. C'est ça. Alors moi, je vais un peu parler de mon expérience personnelle avec les réseaux sociaux. Euh, quand j'étais à ma deuxième année de BTS, j'ai subi en fait une très grosse crise de dysphorie de genre par rapport à ma transition, parce que les professeurs n'arrivaient pas à me comprendre par rapport à toutes ces situations-là. Et en fait, un peu pour me réfugier par rapport à cette situation-là, en plus, j'avais aucun camarade qui m'a accepté. C'était vraiment très compliqué à vivre.
ce moment-là. Je me suis réfugié sur le pire endroit sur Terre, sur Twitter. Je me suis réfugié dessus. J'ai trouvé des comptes Twitter qui me plaisaient en termes de leur humour, qui étaient très absurdes. Euh, et en fait, ça m'avait un peu touché dans le sens où moi, je voulais faire pareil. Je voulais faire rigoler des gens. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à créer pareil des petites images absurdes, complètement, vraiment très stupides, mais moi qui me faisais marrer et au final qui faisait marrer aussi d'autres gens. Des trucs qui étaient mal dessinés sur Paint, des montages photos en 250 pixels, on voyait rien. Ce genre de trucs-là. Moi, ça me faisait marrer et ça faisait aussi marrer plein de personnes. À tel point qu'en l'espace de un an et demi, j'ai récolté 2700 followers sur mon propre compte Twitter. C'était assez grand. Mais voilà, le gros souci, c'est que si je faisais pas de blagues sur le caca ou le pipi, moi je faisais sur ma dépression. Donc c'était encore pire, ça servait à rien. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que les chiffres m'ont omnibulé. Et là aussi, c'était un peu ma part de santé mentale dans cette histoire-là, c'est que les chiffres m'ont omnibulé. Et j'arrivais pas en fait à me dire que un post n'a pas fait autant de likes que les autres, par exemple. Mhm. Alors que forcément, c'est pas le même type d'humour, c'est compliqué. J'arrivais pas à me dire que là, voilà, mon compte de followers a été bloqué. J'arrivais pas à me le dire. Et je voulais à tout prix me mettre encore plus en avant, faire encore plus de choses, essayer de rencontrer plus de gens pour essayer de débloquer cette situation-là. Et c'était un peu compliqué pour moi et ça m'a mis dans des situations très dangereuses en fait pour moi, dans le sens où je voulais rencontrer plus de personnes. Je voulais rencontrer du coup des personnes plus influentes que moi. Par exemple, bah, la personne qui m'a un peu, entre guillemets, incité à faire des mèmes, bah, je voulais la rencontrer dans la vraie vie. Je l'ai fait, c'était exceptionnel. Sauf que, en même temps, moi, ça m'a mis dans des situations dangereuses où des personnes ont voulu profiter de moi. Et c'était pas le meilleur dans ce sens-là, où je pensais que ça allait être des personnes qui seraient un peu plus stables mentalement, comme plein de mes amis, en fait, de la vraie vie. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'est des personnes qui ont leurs propres problèmes, qui sont même des fois beaucoup plus compliqués à comprendre que ce que moi, par exemple, je peux ressentir dans mon propre crâne. Et ça a été très compliqué à gérer. Et puis enfin, c'était pas le meilleur pour moi. Et bah voilà, à un moment ou à un autre, moi, j'en avais marre. J'en avais marre de ça. J'en avais marre en fait de vouloir forcément être omnibulé par les chiffres, vouloir plaire à des gens et ce genre de choses. Et en plus de ça, il y avait ce qu'on appelle les situations, des relations pas platoniques, c'est parasociales, où ce sont des personnes qui vont te voir, te dire je t'aime trop, t'es la meilleure, je t'aime trop, j'aimerais avoir tes enfants, par exemple. Et ce genre de truc, moi, je voulais pas subir ça. Et comme moi, j'étais en train de faire du streaming sur Internet, donc de la diffusion en direct, je subissais des commentaires comme ça. Et ça me plaisait vraiment pas du tout. Et donc, moi, j'ai décidé d'arrêter. Ça m'a un peu fait du bien, mais c'est pas le meilleur. Donc voilà, c'est un peu ma santé mentale, moi, sur les réseaux. C'était bien au début, parce que c'était sympa. Je commençais à avoir des gens qui m'aimaient bien, mais ça s'est mal fini. Oui, ça a pas pris la direction que tu voulais, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, après, voilà, sinon, en règle plus générale, bah, le harcèlement en ligne, c'est beaucoup plus simple. On est derrière un pseudonyme, on est derrière un écran. C'est beaucoup plus simple d'insulter quelqu'un, c'est beaucoup plus simple de juger une personne sur son physique, sur sa façon d'être ou ce genre de choses, parce qu'on est derrière un écran. C'est beaucoup plus simple. Et puis, ça engendre du harcèlement et ça peut même aller des fois beaucoup plus loin dans la vraie vie où on se fait retrouver, on se fait tabasser par des gens. C'est possible et ça est déjà arrivé avec quelqu'un que je connais. Et c'est horrible en fait ce genre de situation. On peut pas être safe parce qu'on on veut se libérer un peu de notre propre, de notre quotidien, parce qu'on a des soucis, parce on a envie de s'échapper tout simplement. Et on se retrouve en fait Avec d'autres à avoir soucis. ces mêmes choses-là, ou alors avoir encore pire que ce qu'on a essayé d'échapper au départ. Et je trouve ça tellement dommage, alors que un réseau social, c'est censé normalement être fait Réunir les gens. pour réunir les gens. Mm. Et ça fait que les... Mais comment on l'expliquerait ça? Je veux dire, c'est quoi? C'est ces besoins humains d'écraser les autres, de juger les autres? C'est un peu ça en fait? Bah, Parce que moi, je pense qu'il y a une comprendrais forme jamais ça. d'impunité qui se crée, bah, comme c'est sur les réseaux, c'est moins grave Mm. ou quelque chose comme ça. Enfin, le fait de ne pas avoir la personne devant soi, ça déshumanise Ouais, vachement et je pense que ça vient de ça. on mesure pas en fait la portée des mots et des gestes qu'on peut faire, quoi.
C'est cette continuité-là de l'école, si on reprend l'école où les personnes se font harceler à l'école. Et en fait, avant, il n'y avait pas ces réseaux-là, donc ça s'arrêtait à l'école et Mm. donc on pouvait un peu digérer et prendre du recul par rapport à ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est à l'école et ça continue sur les réseaux. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Mais après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont insulter ou alors juger des personnes sur leur physique ou sur leur façon d'être, etc. Parce qu'ils veulent aussi se sentir mieux dans leur propre peau. Mm. Mais c'est vraiment pas du tout la bonne solution de rabaisser quelqu'un pour se sentir mieux. Ouais, c'est C'est ça. pas ça qu'il faut faire. Mm. Mais c'est aussi un des facteurs que les gens prennent en compte pour faire ce genre de choses. Bon, on peut rentrer dans le sujet numéro 3, hein, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, hein. Sans transition, on peut y aller, on peut continuer avec toi, Madeleine. Et donc, justement, ça serait quoi les avantages, les dangers? C'est quoi, à ton avis, Bah voilà. les solutions peut-être? Pour moi, les avantages des réseaux sociaux, bah c'est voilà, c'est réunir des personnes, se faire des amis, réunir des communautés entre elles. Par exemple, une personne qui est très fan d'une série, peut-être envie de parler de cette série-là avec d'autres personnes et donc va rejoindre des communautés qui sont autour de cette série-là pour pouvoir peut-être avoir des nouvelles personnes à qui parler, des amis et ce genre de choses, juste Partager son avis. pour partager, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Mhm. Exactement. Voilà, et puis moi je sais qu'au niveau aussi de mes propres avantages que j'ai eu sur Internet, comme je faisais du streaming, j'ai eu des personnes qui m'ont donné de l'argent. J'ai reçu, en l'espace de 3 ans, j'ai reçu 600 euros. C'est pas rien, c'est déjà pas Ouais, mal, c'est pas mal, ouais. c'est sympa. C'est pas mal quoi. Mais voilà, après en contrepartie, il y a beaucoup plus de choses qui sont négatives par rapport à tout ce monde-là, que moi j'ai pu récolter, et c'était assez terrible en fait. Dans le sens où j'étais ancré dans un groupe, un assez gros groupe avec plein de personnes. Et je sais que les gens m'aimaient bien, mais parce que je faisais moi, pas vraiment par ma personne, juste parce que je faisais des mèmes un peu drôles et ça les faisait marrer. Et c'était un peu pour ça aussi que des gens ont commencé un peu à me kiffer moi. C'est bien, hein, mais je trouve que c'est pas non plus la solution, enfin le seul truc pour laquelle on devrait m'aimer. Ça serait pour laquelle alors? Je Selon sais pas, toi? bah, le fait que je sois une légende, tout simplement. Il n'y a pas rien d'autre à dire, mais juste non, bah je sais pas, ma personnalité, mais Bah, t'as personne, tout ma personne simplement. en fait, Ouais, tout mais ta simplement. personne, à travers l'humour, c'est toi, c'est ta personne? Bah, Ce pas qui c'est que... forcément. Ben en fait, Ouais, c'est mais pas forcément c'est ça. un C'est c'est un assez espèce de général, petit quoi. miroir, mais c'est un miroir inversé, j'aimerais dire. Ouais. C'est pas, c'est pas ma facette la plus visible de l'iceberg, on va dire. Moi, je suis plus dans l'instant, je suis plus dans la musique. J'aime énormément écouter de la musique, tout ça. On ne suis pas pareil dans ce que je ressentais dans mes mèmes. Surtout que dans mes mèmes, quand il y avait écrit, quand t'avais une photo de Mickey, il y a écrit ce mec touche le cul de ta meuf, tu fais quoi? Bon, en général, c'est pas vraiment ma personnalité, quoi, qui est rajoutée là-dedans. C'est juste de l'humour nul. Et Puis voilà. aussi, il faut comprendre que sur Internet et sur ce qu'on partage, on partage ce qu'on veut comme on veut. Donc on va forcément se polir pour avoir une image complètement parfaite. Mais notre personne, c'est aussi nos défauts et tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on ne contrôle pas. Et le fait d'aimer quelqu'un que pour son contenu, bah, c'est dangereux parce qu'en fait, ça peut être quelqu'un de complètement différent. Comme par exemple, bah, on parlait un petit peu des relations Parasocial. parasocial. Moi, je sais que par exemple, quand on date des gens sur Internet, ça peut être assez dangereux et compliqué quand on la rencontre en personne, parce que forcément, la personne ne va pas s'exprimer pareil qu'à l'écrit. Exactement. On Euh, s'est créé un idéal, peut-être. oui, c'est aussi beaucoup plus facile d'idéaliser la personne et de faire ce genre de choses. Et du coup, ça fait en sorte que bah, beaucoup de relations comme ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura une réalisation que, bah, en fait, derrière les messages mignons, bah, en fait, c'est une vraie personne avec des peurs, des doutes, des rêves. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite quand on regarde que la surface, finalement. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plutôt linéaire aujourd'hui. Et peut-être dans ces recherches-là, on est peut-être sur que l'idéal, que des belles choses. Et on a du mal à intégrer, justement, dans ces rencontres-là, les défauts des personnes, Ah, c'est ça. ouais, qu'on découvrirait que en la rencontrant pour de vrai, quoi. Bah, et voilà, bah, moi, du coup, une situation, donc avec ce grand groupe, avec les personnes qui juste m'aimaient pour mes mèmes à peine, on a fait une rencontre, on était parti à Paris, on a fait une rencontre du gros groupe, on était une vingtaine, c'était très bien sur le moment, mais en fait, c'est quand on connaît pas vraiment les personnes qui sont derrière les comptes avec lesquels on parle, on connaît juste pas la personne, et c'est très dangereux. Euh, c'est dans le sens où
c'était cette rencontre-là, c'était 2 semaines après que mon ex et moi on se soit quittés. Donc j'étais déjà un peu faible mentalement. Et je suis allé les voir parce que je m'étais dit que ça allait me remonter le moral et tout ça. Et comme en fait j'étais faible psychologiquement, on a abusé sexuellement de moi. Et c'est assez terrible parce que c'était pas une personne pour laquelle je pensais qu'elle allait Qui faire allait ça. faire ça, ouais. Mais elle l'a fait. Et en fait, en plus de ça, ça a aussi mis quelque chose dans mon crâne où euh, j'avais peur de cette personne-là. Et en plus de ça, je devais dormir chez elle pendant encore 4 jours. Je l'ai pas fait. Je me suis fait sauver par quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça a eu ce truc, ça a eu cet effet de. Il y a eu une personne qui m'a beaucoup aidé pendant cette situation-là. Et je suis devenu en fait complètement obsédé par cette personne-là. Que de l'obsession maladive. C'était horrible. Et je pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Et c'était une horreur. Et tout ça, en fait, à cause du fait que je me sois barré à Paris. Et c'était vraiment pas agréable à vivre, que ce soit pour moi ou pour elle. Hein. C'était vraiment terrible. Je pouvais pas vivre sans elle. J'avais beaucoup trop de trucs que je ne pensais pas avoir enfouis en moi à la base. Et en fait, c'était assez terrible parce que je me suis dit, bah, si j'avais pas fait mes mêmes là, je pense que tout ça ne se serait jamais passé. Et c'est terrible de penser à ce genre de choses. Et donc, c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Parce que j'en pouvais plus. Enfin, L'idéal que tu en avais eu au début, ouais, c'est ça. c'est transformé en un cauchemar que Exactement. tu souhaitais pas. Tu as perdu t'as perdu la main sur tout ce que J'ai perdu la main et puis voilà, enfin, ça m'a fait faire plein de crises de panique. J'ai eu pendant presque 2 semaines, j'ai vraiment pas mangé quoi. J'ai rien mangé, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai eu des images de ce qui s'était passé avant et je pouvais pas m'en empêcher de me dire que cette personne-là, bah, je pensais qu'on était potes. On a passé tellement de bons moments ensemble et au final, elle fait ce genre de choses. Ça m'a vraiment pas mis bien. Forcément, c'était horrible. Et tu dirais quoi pour conseiller des personnes qui seraient dans les mêmes soucis que toi par rapport au réseau et c'est quoi parce que tu t'as fait quoi toi derrière? T'as porté plainte, t'as fait quelque chose J'ai ou rien fait. c'était vraiment rien fait? Et là Non. avec le recul aujourd'hui, tu te dis c'est la meilleure solution d'avoir pris des distances et n'avoir rien fait ou justement tu as des regrets, tu aurais peut-être dû quand même parce que est-ce que la personne elle va continuer avec d'autres, c'est ça le problème? Bah, en fait, le sujet un peu tendax avec elle, c'est que bon, déjà, tout ça s'était passé en décembre, hein, donc c'est assez Ah récent. oui, c'est récent quand même. Ouais, c'est quand même Oui. assez récent. Mm. Et en fait, moi, j'ai pas voulu porter plainte. Bah, je l'ai complètement esquivé déjà la personne. Elle a été virée de nos groupes sociaux parce que bah il fallait. De toute façon, j'allais pas rester dans ce groupe-là si elle restait là. Et dans tous les cas, il savait que c'était très grave ce qu'elle avait fait. Du coup, il n'y avait pas de remords ou quoi, donc tout était bon. Mais en même temps, moi, j'ai pas porté plainte alors qu'on me l'a dit plusieurs fois de le Oui, ça on faire. te l'a J'ai, conseillé quand même, oui. j'ai pas porté plainte parce que la justice française aurait servi à rien pour ma situation. Tu penses? Ah, je suis sûr et certaine. Sur Alors, quoi tu te ça bases aurait du rien coup servi. pour penser ça? Bah, moi, je me base sur le fait que, à ce moment-là, j'étais toujours considéré comme un mec cisgenre, parce que Mhm. j'avais rien changé sur mes papiers ou ce genre de choses. Et on sait très bien, enfin, je sais très bien comment la police réagirait si un mec vient juste au poste pour dire, voilà, je me suis fait agresser sexuellement par une meuf. Et ils auraient pensé quoi à Ils ton auraient avis? pensé juste que je suis un champion, ou alors Que tu as cherché ce que, ou que ce j'ai que t'as, ce cherché, que ouais, ce t'as genre eu de quoi. choses, ou alors que bah c'est pas grave, t'es un mec, c'est cool. Enfin non. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les personnes agressées, vouloir obtenir la justice, déjà, il y a une énorme minorité de cas qui va vraiment jusqu'au procès aussi loin. Euh, et aussi, en fait, bah, selon ce que Madeleine a dit, elle était déjà assez faible à ce moment-là. Et prendre ce genre de démarche, bah, c'est très violent pour les victimes parce qu'on va en fait, on va absolument pas t'écouter. On va juste essayer de mettre en doute tout ce que tu dis, comme si bah, c'était toi qui avait agressé la personne en voulant porter plainte. Et c'est quelque chose d'assez violent pour les victimes. Du coup, c'est facile de dire que oui, c'est la meilleure chose à faire de vouloir porter plainte et tout, mais non, c'est trop dur. Et oui, forcément, c'est mieux d'essayer d'obtenir la justice, mais on n'est pas dans un système qui permet de le faire sainement. Puis aussi, il faut comprendre que dans sa situation, bah, c'était une personne considérée comme un homme agressé par une femme, et c'est tellement un genre d'agression minoritaire qu'on l'aurait jamais pris au sérieux. Sérieux, ouais, c'est ça. Mm. Donc ça, moi, je trouve que ça aurait servi à rien.
de porter plainte. Ça m'aurait juste mis dans des papiers et puis ça m'aurait encore fait plus déprimer, quoi. Ah, tu penses? Ah oui, complètement. Ok. Ouais, cette façon de voir comme, les choses comme ça, ouais, c'est... Ouais, Ouais, non, c'est compliqué. j'essaye de comprendre, ouais, mais... ouais. Lisa, pour passer à pour faire la suite, c'est difficile là, de faire les transitions Oui. entre tout là, parce que c'est quand même, ouais, c'est des sujets graves à chaque fois que Ouais, bah vous parlez, mais on est bien. ouais, ouais, ouh. Ouais. Donc là, bah, pour continuer sur les réseaux sociaux, justement, l'accessibilité au réseau, peut-être aussi un lien avec tout ce qu'on vient de dire là, avec un âge légal, parce que voilà, est-ce qu'il faut que ce soit mieux encadré? À partir de quel âge exactement on peut accéder aux réseaux sociaux? Voilà, il y a plein de questions et je pense que les problèmes peuvent venir et commencer de là aussi quand on est vraiment trop jeune et amené à se retrouver seul face à un écran et face à des proies et des prédateurs qui sont de plus en plus nombreux, j'imagine. Là, que plus peut-être dans la réalité, j'en sais rien, hein, mais on a le sentiment qu'ils se sentent plus protégés, qu'ils ont plus de facilité à attaquer sur Internet. Oui. Et bah, faut savoir que déjà l'âge légal pour aller sur les réseaux sociaux, c'est 13 ans. Sauf que bah, je sais pas vous, mais moi en tout cas j'étais bien Bien avant, plus jeune, hein. bien plus jeune Ouais, ouais. quand j'ai eu les réseaux. Et bah en fait ça continue même maintenant à 7-8 ans et Non, mais c'est la voire, faute à qui? bah, aux parents, Ah, bah oui. voire plus jeunes. Bah, ils ont déjà un téléphone, une tablette entre les mains avec les réseaux sociaux quoi Ouais, c'est ça, et sans l'accessibilité de faire ce qu'ils veulent et dessus. sans accompagnement. Donc en fait c'est C'est ça. dangereux, c'est dangereux pour eux déjà parce que bah comme tu dis il y a Des des prédateurs. prédateurs qui en profitent. Et puis il y a tous les dangers que Madeleine a cités. Et c'est pour ça que bah, qu'on en parle en ce moment de. Je crois que c'était sur TikTok, je sais pas, de faire vérifier par une carte d'identité ou je sais plus quoi. Bon, je pense pas que ça va se faire, mais Bah, ça devrait. bah oui, ça Ça devrait. Ça devrait. devrait, Parce ça que devrait être parce bloqué. qu'il Tu vas pas y a créer un plein. compte. C'est facile de mettre une date de naissance Oui, fictive. Donc, je oui, veux dire, voilà, ça, tout c'est le ce monde que sait le j'allais dire. faire, quoi. Je veux dire, on l'a tous plus ou moins fait Oui, pour pouvoir y accéder, pour avoir le droit. Mais c'est quoi alors? C'est parce que les camarades, les copains, si je prends des jeunes de 8, 9, 10 ans, qui n'ont rien à faire sur ce genre de choses, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Euh, du coup, c'est quoi? C'est parce qu'il y en a qui le sont, et donc du coup, pour être dans le mood, pour être dans le bah, faire comme les autres, bah, du coup, les parents lâchent l'affaire parce qu'ils se je disent, pense, bah ouais, oui. parce que si on te met pas Mm. là, tu vas être exclu. Et puis si on est exclu aujourd'hui, ben quoi, on fait le raccourci, on se dit, bah tu vas être victime d'harcèlement parce que Mm. t'es pas dans le coup, quoi. C'est ça un peu l'idée? Bah, et puis les parents, ça peut être fait derrière leur dos aussi. S'ils Oui, oui. surveillent pas assez leurs enfants et il y a pas d'éducation. Bon, on en parle de plus en plus, mais enfin, c'est un peu tard aussi quand même. Y a pas d'éducation aux écrans, aux réseaux. Enfin, on n'apprend pas ça, donc forcément, ils savent pas les dangers en fait qu'ils peuvent avoir jusqu'à Ouais, il faudrait voir un peu ce plus la qui les responsabilité des parents derrière tout oui, ça et voilà. enfin, sévir, quoi, un Ou petit peu plus, enfin, quoi. je sais pas. C'est un peu compliqué, hein, mais Ouais, parce que j'allais dire, même s'il y aurait des réseaux sociaux dédiés plus aux enfants, en fait, enfin, je on pense sait qu'il jamais y qui se aurait, retrouve oui, derrière, en fait. il C'est y aurait toujours le problème, il y aurait quoi. quand même des Il y aurait des débordements. dérives quand même, ouais. Oui, oui, bah, il y en a eu sur un réseau social, c'était. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un espèce de Tinder-like en fait, hein, mais vraiment, c'était centré pour les jeunes. Et ce genre de choses où on a juste envie de, je sais pas, rencontrer des gens de notre âge ou quoi. C'était spécifié, hein, c'était pour les 18, de 13 à 18 ans. Donc déjà, l'utilité d'une application comme ça, je suis pas sûr. Donc, ouais, c'est comme Tinder, donc en vrai, c'est C'est quoi? en, ouais, C'est pour des les jeunes, c'est presque profils, comme c'est ça, ouais. ça. et puis on swipe ou pas, on choisit Mais ou pas en les fait, c'est personnes, juste on c'est choix, ça? il y a tout un, il y a tout un choix de personnes et juste on Pour choisit en qui fait. on veut parler et tout. C'est ça. Mais toujours basé sur le physique, quoi. Ouais, en Parce gros. que c'est un peu ça, je veux dire, Ah oui, même oui, si complètement. on pourrait me dire non, parce qu'il y a le physique, enfin, il y a le physique et les photos, puis derrière, il y a le descriptif. Mais on va pas se mentir qu'aujourd'hui, les gens qui vont sur ce genre de choses, on est déjà sur le physique et seulement après, on va voir ce qui est écrit en Ah, dessous, c'est quoi. ça, Mm. c'est Donc, ça. ça veut dire que même pour ces 13, 18 ans, il y avait ce type de choses. Il y Moi, avait ça ce me genre de choque, choses. j'étais pas au courant, donc... Ah non, mais c'était terrible. Je crois que l'application c'était Yobu. Ah, Yubo? Yobu. Ah, tu connais?
Ah bah quel souvenir! Alors, moi je connais, mais moi c'était écrit à partir de 17 ans. Alors je savais Ah pas non, que c'était à partir de 13 ans. par à contre. l'époque, c'était. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Ah bah peut-être que oui, ça se peut. Bah, du coup, bah, c'est terrible, Serais-je même c'est pas terrible choquée. parce que voilà, il y a un truc où on dit voilà, c'est une application, il y a des 13 à 18 ans. Et ben, il y a forcément des plus grands, des Ah plus oui. âgés qui vont venir en mode Forcément. mais oui, moi je m'appelle Lila et j'ai 13 ans. N'importe quoi. Je pense Merde. qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles et tout, tu parlais de la carte d'identité et autres, c'est quand même facile à mettre en œuvre de se montrer sa tête face caméra. On est assez analysé, c'est simple, on est analysé par une caméra, par les traits physiques qu'on peut avoir et une pièce d'identité qui matche les deux et puis qui valide ou non si tu as peu avoir accès à ça. Quoi, je veux Bah dire. oui. Oui, mais même pour ce genre d'application, en fait, le problème, c'était vraiment le manque de vérification. Il n'y en avait quasiment Ah aucun. oui, non, Ok. il y en a. Et il y en a aussi, pas. un autre problème qu'il y a, vu qu'on parle du grooming, bah, c'est que le problème vient des agresseurs, des groomers qui viennent aborder des personnes plus jeunes mineures. Mais aussi, le problème vient éventuellement de l'éducation des mineurs eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous, c'était comme ça aussi, mais de mon côté, il y avait une certaine satisfaction à traîner avec des gens plus grands ou à sortir avec des gens plus grands. Mm. Bah, c'est pas du tout normal, surtout vu le fait que bah, les personnes jeunes, pour les personnes plus âgées, c'est des personnes vulnérables. Vulnérable. Et bah, ils font ça parce que c'est surtout plus facile, je pense. Enfin, c'est ultra grave comme, bah, comme pratique et je trouve qu'il y a vraiment, mais vraiment pas assez de réglementation, d'éducation là-dessus. Et il faudrait faire quoi donc ce serait quoi? C'est plus de l'éducation aux parents pour le coup que aux jeunes? Parce que les jeunes, c'est quoi? C'est suivre des tendances, c'est suivre Bah en les fait, d'autres personnes. je pense que c'est un tout, l'éducation et le contrôle. Oui. Mais ouais, Et quoi, mettre c'est des lois en compliqué avec. place pour que les parents soient plus Bah, sévèrement punis s'ils laissent leurs enfants trop, j'ai envie de dire, seuls face à eux-mêmes sur ces réseaux-là. Je parle pour les enfants qui ont moins de 10 ans quand même, Bon, parce que c'est... en fait, c'est tellement compliqué cette Ouais. situation-là où j'avais une amie avant. euh, elle était, elle avait pas le droit d'aller sur Discord par exemple, sur son téléphone pendant la journée parce qu'il y avait ses parents. Enfin même en tout court parce qu'elle avait pas le droit, tout simplement. Et en fait, le truc c'est qu'elle avait trouvé un moyen de tout bête hein, d'outrepasser la restriction de ses propres parents. C'était c'était en fait bah, à chaque fois que ses parents revenaient à la maison, elle désinstallait l'application. Comme ça, il n'y avait aucune trace. Tout était bon. Ouais, mais Et bon, donc les après, quand parents, elle il n'y a repartait, pas bah, cette histoire de contrôle des parents où ils sont au courant en direct de ce que font leurs enfants sur le téléphone, Ouais, il y a des avec les contrôles téléchargements parentaux. d'applications qui sont faites. s'ils les mettent pas en place, Oui, on peut pas savoir. oui. Non, mais ça devrait être mis en place automatiquement. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je La, trouve ça la, tellement logique. la plupart des personnes qui offrent un téléphone à leur enfant ne savent même pas qu'un contrôle parental peut exister là-dessus. C'est ça le problème. Moi, quand on m'a donné un téléphone portable quand j'avais 11 ans, on m'a pas donné de contrôle parental. Hein. Moi, Alors, je veux j'ai eu bien ça que et le puis voilà. contexte de votre génération à vous, c'était il y a combien? À 11 ans? C'était il y a combien d'années? Oui, Ça fait 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans. Donc, à 11 ans, on n'avait pas la même éducation et on n'entendait pas tout ce qu'on peut avoir comme témoignage aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui. Je les vois aujourd'hui dans 8-10 ans, ils ont soi-disant l'âge pour avoir un portable, même si je n'adhère pas forcément à l'idée. J'ai tous ces témoignages-là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça devrait être une obligation, quoi. Ok, on veut que nos enfants ils aient un portable pour pouvoir les joindre en cas de pépin, en cas de souci. Je peux comprendre cette idée-là. Mais derrière, il faut consciemment que les parents comprennent que s'il y a des lois qui peuvent les punir parce que leurs enfants sont livrés à eux-mêmes sur ça, enfin, je sais pas, moi, la responsabilité revient directement aux parents, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, mais il n'y a pas de loi. ouais, mais il faudrait, c'est ça ce qu'il faudrait, Ouais. c'est ça. Moi, j'essaie de trouver des solutions entre nous, on discute, de savoir ce qu'on pourrait faire, ce que devrait faire notre société aujourd'hui pour empêcher le plus possible ce genre de dérive, quoi. Je veux dire, là, on laisse faire et on va dire oui, c'est la faute des parents, mais si les parents ne sont pas éduqués parce Oui. qu'ils n'ont pas eu cette éducation-là, je pense à ma génération qui a des enfants peut-être aujourd'hui. Nous, on a connu le boom de la création, tout ça. Moi, je suis en plein dans la génération où on a tout eu qui sont arrivés, mais on n'avait pas cet esprit de dérive, même s'il devait y en avoir déjà dès le début, hein, mais on n'avait pas ce retour de témoignage de tout ce que je peux entendre moi là aujourd'hui, quoi. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'on laisse ça continue
il y a c'est de pire en pire et on laisse faire et il n'y a Mm. il y a rien de mis en place pour essayer de contrer ça. Bah, je pense que bah, le vrai secret pour essayer de limiter au plus possible, c'est l'encadrement bah, déjà des plateformes qui permettent qui sont censées accueillir des jeunes, l'éducation des jeunes eux-mêmes et surtout des parents, parce qu'ils restent quand même responsables. Mhm. Euh, après, bah, euh, vous avez mentionné le fait qu'il fallait peut-être mettre des lois, mais je pense que ça ne servira à rien parce que pour l'instant, les lois sur Internet sont vraiment très très peu respectées. Oui. On peut voir ça avec le cyberharcèlement, Ouais, c'est le vrai. plus simple. Et aussi, bah, la plupart du temps, c'est vraiment bah, dans le privé, dans le caché, et il y a très très peu de moyens bah, d'avoir des traces de ça et de retrouver qui que ce soit sur Internet, parce qu'il y a aussi, enfin, moi je sais qu'on m'avait conseillé une application où le concept c'était littéralement d'être anonyme. Et du coup, ça fait en sorte Encore que tu pire, peux quoi. retrouver personne. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup d'abus là-dessus. Et même si j'avais envie de faire quelque chose, c'était juste pas possible. Du coup, je pense que le problème, oui, vient de partout. Ouais, Oui. c'est ça, d'avoir la Le conscience problème, il est partout. ouais, c'est ça, d'avoir la conscience du moment où on veut passer anonymement sur Internet, qui a ces risques-là, quoi. Oui. Il faudrait qu'il y ait plus d'avertissement, quoi, comme Ouais, tu vois. complètement. Quand je vois l'accessibilité des sites pornographiques qui est d'une simplicité enfantine, il faut juste dire oui ou non si on est majeur ou pas. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Enfin, je pense que voilà, les problèmes devraient déjà, enfin, on devrait commencer déjà par là pour bloquer le plus possible ce genre de choses. On parlait des portables pour les enfants. Pourquoi il n'y aurait pas des systèmes Android ou iOS, par exemple, qui sont formatés et bloqués le plus possible pour les enfants et que si on est sur ces portables-là qui bloquent, on ne puisse pas télécharger la plus grande majorité des applications et qu'il y ait déjà un contrôle strict. Enfin, c'est pas compliqué à mettre en place, quoi. Enfin, je pense que si on vous, mais je pense que les lobbies et tout ça, ça va pas à leur avantage non plus de. Oui. Eh bah oui, il faut que ça télécharge, Oui. il faut Faut que ça fasse que de, oui, faut que ça fasse Ouais, de mais l'argent, je pense quoi. qu'il faut que ça fasse de l'argent, oui. mais après, si ton enfant il a pas le dernier Samsung, il sera moqué à la récré. Oui, mais ça peut très bien être le dernier C'est Samsung, ça mais le avec un problème. système Je suis pas d'accord. Je de suis complètement d'accord. bridé à l'intérieur, Je suis quoi. complètement Mm. d'accord. Mais Enfin, je sais pas, les parents, il y a des devraient choses être au qui courant, existent quoi. pour ça, hein, mais faut les mettre en place. Mais c'est Sauf que bizarre que, Il enfin, n'y a pas en assez tant que parent, on devrait ça se faire de automatiquement. médiation, en fait, Mais c'est ça, exactement. Il sur n'y a ces pas choses-là. d'éducation, de médiation, on ne nous explique rien, on achète les portables comme ça, on donne ça aux gosses et puis c'est fini. Mm. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a parlé du grooming, peut-être C'est ça. que on en a parlé Bah, généralement là, mais s'il y a des choses à ajouter, autre chose, oui. bah, j'aimerais bien aborder quelque chose avant de finir. C'est que bah, j'ai l'impression, et j'en suis même quasiment sûr, que le grooming impacte surtout les jeunes marginalisés. On a surtout vu ça vers la naissance d'Internet et les groupes de discussion. C'est que bah, je vais parler de mon expérience, ce sera le plus simple, mais ça fonctionne sur un petit peu tout. C'est que bah, moi je suis une personne trans et en tant que personne trans, bah, j'ai un rapport avec mon corps qui est très compliqué et en général avec moi-même qui est très compliqué. Et ça fait en sorte que bah, dès que j'ai commencé à aller sur les réseaux, bah, on a tout de suite sexualisé mon corps énormément. Sans que j'ai aucune sorte de transition, juste le fait de me considérer comme étant une personne plus féminine a fait en sorte que je sois automatiquement sexualisé et que les gens me voient que pour mon corps en fait. Ok. Et il y a ça, plus aussi l'hypersexualisation des corps jeunes, qui est tout un autre débat. Mais du coup, ça a fait en sorte que sur les réseaux spécialisés ou les groupes de discussion spécialisés pour les personnes marginalisées, bah, beaucoup de gens en profitent parce que forcément, il y a ce rapport au corps et à soi-même qui est complètement décalé. Enfin, moi, je sais que du coup, ça a fait en sorte que du jour au lendemain, bah, des gens s'intéressaient à moi sans aucune raison, alors qu'avant, bah, j'avais l'impression que tout le monde me détestait. Et là, bah, je suis devenu le centre d'intérêt de tout le monde, juste parce que bah, je me considérais comme une femme ou autre chose, juste parce que bah, j'étais jeune. Et d'ailleurs, on voit aussi ça bah, chez les femmes, sur Internet ou non.
dès qu'il y a les débuts de puberté qui commencent à apparaître, on devient le centre du monde et c'est assez choquant, je trouve, qu'on laisse encore passer ça. Et même si ça évolue de plus en plus, il y a encore beaucoup de choses qui vont pas du tout. Et je pense que c'est très important de le souligner que le grooming, c'est un danger pour toutes les personnes jeunes parce que c'est des personnes sensibles, mais que ça impacte particulièrement les, les personnes sensibles sur les personnes sensibles. Et que du coup, je trouve ça très important d'en parler parce que moi, je m'en étais absolument pas rendu compte parce on m'en a parlé beaucoup plus tard que c'était un phénomène extrêmement courant de se faire autant sexualiser et que ça marche si bien quand t'es jeune et que t'as une mauvaise estime de toi. Donc il faut en parler. Voilà. Non, mais Donc, c'est bien, je pense que c'est très important, ouais. On n'en parle pas assez, justement. Bah, merci à toi pour ça. On va passer à la quatrième partie cette fois-ci. Et justement, là, on va pas changer de sujet, mais c'est ça, se comprendre, parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec ces écarts intergénérationnels entre les plus jeunes, votre génération, et une génération un peu plus vieille, si je puis dire. Comment on voit les choses, voilà, comment les uns et les autres se voient, il y a des clichés, on a des avis personnels sur tout et rien, et comment tu vois les choses, Lisa, c'est toi qui voulais commencer à en parler. Oui. Déjà, c'est pas comment les jeunes voient les seniors, mais c'est plutôt les seniors comment on voit les jeunes. Bah, on sait qu'ils les voient comme des enfants pourris gâtés, parce on n'a pas eu la même éducation. C'était plus strict. C'était beaucoup plus Ouais, strict mais c'est vraiment autre chose. à l'époque. Et des feignants. Les jeunes, ils veulent pas travailler. Mais parce que, enfin, c'est pas qu'on veut pas travailler, c'est juste que notre génération, on veut, on veut investir dans notre vie au lieu d'investir dans une société, en fait. Mhm. Donc, on veut faire ce qu'on aime et puis Pour profiter de la vie. voilà, et on va pas se bouffer la santé mentale pour des gens qui sont pas importants pour nous. Ah, puis on a une vision autre. Je pense que la façon que tu veux dire les choses, c'est le travail, l'importance qu'on met au travail. Ouais. C'est-à-dire que le travail, c'est plus alimentaire, c'est aussi, voilà, si on peut s'épanouir au travail, tant mieux. Oui, Mais je veux voilà. dire, on va travailler parce qu'on en a besoin pour vivre et puis pour faire des Mm. activités autres. Mais on veut couper, on arrive à, enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est ça Oui. aujourd'hui un petit peu plus. Où on veut scinder les deux, c'est-à-dire je suis au travail, je suis assidu, je fais mon show, mais dès que je suis à la maison, je veux penser à autre chose, je veux vivre, Oui. et que justement, c'est pas là, je veux pas être indépendant de mon travail dans la vie. On est obligé parce que sinon on n'a rien, mais d'un autre côté, on veut vivre à 100% et profiter Mm. de la vie. Et je pense que c'est l'image-là qu'on a peut-être du mal à percevoir les Oui. plus anciens vis-à-vis de la nouvelle génération qui a plus cet esprit-là. Mais justement, je pense qu'on veut ça parce qu'on a vu nos parents ou nos grands-parents, Galérer voilà. et te focaliser que Bah oui. sur le C'est- travail. Oui, et puis regretter en fait ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ah oui, et ça oui, Et, ça c'est vrai. et donc ensuite, du côté des jeunes, on voit les seniors un peu grincheux, qui veulent jamais, qui veulent pas euh, s'approprier les nouvelles choses, que ce soit les nouvelles technologies ou les, les Oh. nouveaux mœurs. Enfin, On va faire des raccourcis quoi. oui, voilà. C'est-à-dire qu'on passe du temps sur les portables, Oui, ce serait, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, réduire ça à des feignants, des rêveurs, enfin, on est là-dessus, et puis on fait rien d'autre que eux, et voilà, ils ont l'impression que c'est une perte de temps, quoi. oui. C'est un Alors peu que l'idée, quoi. Alors que nous, c'est tout à fait autre chose, on ne voit pas comme ça. on a le portable maintenant, mais en fait, il y a un reportage INA que j'ai vu, et c'était dans le métro. Donc aujourd'hui, tout le monde a le téléphone, mais en fait, à l'époque, tout le monde avait Le le journal. journal. Ah oui, c'est ça. C'était pareil. Ouais, Mais c'est vrai. donc, en fait, c'est malheureux parce que enfin, j'ai eu l'expérience de voir une rencontre jeune et senior, et c'était super intéressant. En fait, ils communiquaient, eux se rappelaient de leur enfance, nous, nous disaient comment c'était avant, et voyaient comment ils voyaient les nouvelles générations. Ce qu'ils avaient pour nous, ce qu'on leur avait apporté, tout ça. Et puis les jeunes, ils leur répondaient, quoi. C'était super intéressant. Mais oui, enfin, il y a un manque de communication.
En fait, l'idée, enfin, moi, j'écoute ce que j'ai pu entendre aussi des plus anciens vis-à-vis de ma génération, celle d'un peu plus jeune, c'est de se dire que nous, avant, bon, on n'avait pas tous ces écrans, parce qu'on faisait toujours les écrans. J'ai l'impression que Oui, le gros problème de notre société, c'est les écrans. Que nous, on allait dehors, on jouait dehors, on voyait les gens pour de vrai, il y avait un vrai lien social qui était créé. Comme on a l'impression qu'aujourd'hui, bon, on est tous, pas tous, mais une majorité cloîtrés individuellement derrière un écran, même s'il y a un lien social autre, mais eux, ils n'arrivent pas à le comprendre, qu'on peut avoir ce lien via un écran où on discute quand même avec des gens et que c'est pas que virtuel. Eux, ils le voient, je pense, d'une façon oui. plutôt virtuelle. Et surtout que eux, à leur époque, il n'y avait pas forcément. Enfin, la télé, ça fait pas si longtemps que ça que c'est là, en fait, les informations, tout ça. Et nous, quand on se voit ce qui se passe dehors, forcément, ça fait un peu peur aussi de se rencontrer, d'aller par exemple dans un bal avec des inconnus. Enfin, ça fait peur, quoi. Donc, non, mais faut qu'ils comprennent aussi qu'on a ça. Et puis maintenant, ok, avant c'était les jeux de cartes, maintenant c'est les jeux vidéo ou Oui, le cinéma entre amis. oui, Enfin, puis au oui, final, d'autres nouvelles activités autres oui. avec, avec son temps qui est apparu, oui, c'est sûr. Donc, enfin, faut que tout le monde, faut que tout le monde accepte tout le monde, quoi, parce C'est que ça. sinon, on va pas s'en sortir. Ouais, clairement. Faut que tout le monde y soit gentil. Ouais, donc du coup, on n'arrivera jamais à se comprendre. Oui, Si on voilà. doit faire un résumé, c'est qu'on aura beau l'expliquer, ils comprendront jamais parce que de toute façon, ils se mettront jamais à notre place pour essayer de comprendre et rentrer dans, Mm. dans ce qu'on peut vivre, quoi. Bah, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans notre histoire, ça a toujours été comme ça en fait. À chaque fois, les nouvelles générations ont été pointées du doigt. Ça a toujours été comme ça. Et encore maintenant, je sais qu'il y a eu pas mal d'encre qui a coulé par rapport au 2010. Et maintenant, aux iPad Kids, toutes les nouvelles générations, tout le nouveau contexte qui est en train de se créer, il y a tout de suite de la compréhension, même de notre côté Oui, ça. sur ces générations et il faut dire qu'il y a beaucoup de jugements aussi. Donc au final, le problème se répète. Mais il sera indéfini, quoi. Je veux dire, ça sera infini, ça sera toujours comme ça. Déjà, votre génération à vous, elle juge déjà peut-être cette génération qui a 10 ans de moins que vous. Ça Oui, c'est commence vrai. doucement, mais finalement, il y a déjà il y a déjà un écart, quoi. On Mm. se comprend pas, on n'arrivera jamais à se comprendre de toute façon. Madeleine, ton avis? Oui, oui. Vas-y, peut-être un avis là-dessus, oui. Ah, la vie, oui, c'est sûr que là, nous, on commence déjà un peu à se dire que les plus jeunes, là, ils sont déjà trop sur leur iPad, ou ce genre de choses. c'est tous des cons. C'est ça, exactement. Les jeunes, c'est tous des cons, exactement. On se dit tous ça, mais parce que on a vécu dans ce système-là aussi on nous a un peu rabaissé parce on a aussi eu, du coup, la première fois nos portables dans la vie, en cours et tout ça. Mhm. Et en fait, là, c'est un peu la même chose. On est en train de vivre aussi un autre moment où, de plus en plus jeunes, voilà, les enfants, ils vont sur les téléphones de leurs parents ou un iPad juste parce que ils doivent avoir leur esprit qui doit être occupé par quelque chose et les parents en peuvent plus, tout simplement. Et du coup, mettre leurs enfants devant Troom Troom ou je sais pas quoi, devant des vidéos qui sont absurdes et pour nous en tout cas qui sont absurdes, pour eux c'est juste de la crème anglaise visuelle quoi. Enfin, ouais, c'est des jugements entre générations et puis c'est comme ça, je veux dire. C'est pareil, hein, moi les vieux, je me dis à chaque fois, quand j'étais caissière, moi, et quand j'étais en caisse automatique, et qu'il y avait des vieux qui n'arrivaient pas à comprendre qu'il fallait appuyer sur un bouton pour pouvoir commencer à scanner, j'étais en train de me dire, mais c'est pas compliqué, papy, hein, tu peux le faire. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà, moi je trouve qu'il y a un. Mais c'est le tout de se mettre à la place des autres, en fait, C'est pour ça, essayer c'est que ça. chacun puisse se comprendre. Mais du coup, on peut rebondir sur ça. Parce que moi, ce que j'allais dire, pour rebondir avec ce que tu voulais parler, avec la communication entre les générations, on commence par là, quoi. Oui, Il faut comprendre, la, j'imagine. la communication entre générations, c'est déjà, il faut se comprendre. Mais là, voilà. Moi, le sujet que je voulais aborder, c'était pareil un peu par rapport à la santé mentale. C'est, par exemple, si nous, on est beaucoup plus jeunes, on commence en fait à avoir cette décomplexisation, On met comme ça. décomplexisation de la parole par rapport à nos propres problèmes perso. Comme par exemple faire de l'anxiété, se sentir mal, ce genre de choses, parce on se fait harceler, on en revient.
Et ce genre de situation, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler avec nos parents. Ou alors avec des grands-parents, encore pire. Parce que eux, en fait, on a peur de leur réaction. Moi, j'avais peur de la réaction de mes parents quand je leur disais que, quand j'allais leur dire, voilà, je me faisais harceler à l'école, j'avais peur de leur réaction parce que je m'étais dit, mais non, je m'étais ancré dans la tête qu'ils allaient juste me répondre, mais non, t'inquiète, ça va passer, c'est dans ta tête, t'inquiète pas, ça va aller. Je m'étais ancré ça dans le crâne, qu'ils allaient me répondre ça, et je voulais pas l'entendre. Et j'avais toujours eu ce problème-là de parler avec des personnes qui sont plus grandes que moi de mes problèmes, parce qu'on a un gouffre générationnel de eux avant, quand ils avaient des soucis personnels, quand ils faisaient de l'anxiété, quand il y avait de la dépression ou ce genre de choses, c'était très tabou. C'était très tabou, ils gardaient beaucoup trop ça pour eux, et du coup, bah, ça leur faisait pas du bien non plus. Sauf que du coup, bah, ils ont été éduqués comme ça, et ils ont voulu nous éduquer comme ça aussi. Du coup, c'était compliqué de parler avec des personnes plus grandes qui ont un peu plus de notion de la vie par rapport à nous, de nos problèmes, et d'avoir un peu d'aide. C'était très compliqué. Et moi, je trouve que c'est ça surtout le gros gouffre de compréhension entre les générations, c'est que on a des demandes, on a des besoins qui sont différents d'eux, et ils n'arrivent pas à le comprendre parce que eux n'ont pas eu ces besoins-là. Mhm. Et c'est complètement, c'est ahurissant en fait dans un certain sens où je me dis on aurait tellement pu avancer plus vite si s'ils avaient eu cette décomplexisation déjà à la base quand ils étaient plus jeunes et qu'ils nous l'auraient remis aussi pour nous. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est pareil pour, c'est la même chose comme tu disais hein, pour par exemple les travails ou quoi. Les vieux vont nous dire qu'on est des flemmards parce que nous on a juste envie d'avoir nos droits fondamentaux dans notre travail, en fait, dans notre environnement de travail. Quand des personnes veulent partir à 17h du taf parce que leur contrat s'arrête à 17h, les vieux, ils vont juste se plaindre en mode oui, mais elle s'arrête à 17h, elle veut pas rester à 18h comme les autres. Et c'est un peu ce gouffre tellement con, enfin, c'est pas compréhensible. Eux, ils vivent pour travailler, nous, on essaie de travailler pour vivre. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais résumer tout à l'heure et le sentiment que j'en ai de cette jeunesse et de cette nouvelle génération qui veulent tout simplement aussi profiter c'est tout ça, simplement de la vie. Ouais. c'est ça. Et justement, on va savoir si vous avez envie d'en profiter, parce que vous voyez, c'est assez complexe, mais assez riche aussi, hein, tout ce qu'on débat dans cette émission. Alors, votre avis, à vous, avec un micro-trottoir, tout de suite réalisé par toute la jeunesse de la MLTV. Donc, on va la découvrir dès maintenant. Regarde. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une gêne ou un blocage avec les autres générations? Ah oui, oui. Pas vraiment, enfin, ça dépend des jeunes. Parce que vous avez des jeunes qui sont ouverts, vous en avez qui sont plutôt fermés. Alors avec les fermés, non, j'aime pas, j'ai pas de contact, j'aime pas. Avec mes enfants, ça va bien. Mes petits-enfants également. J'ai connu la guerre, les privations, les ordres, le strict, enfin, il fallait être obéissant. Alors qu'aujourd'hui, je pense, je me trompe peut-être, je trouve que les jeunes aujourd'hui ne respectent plus rien. On les laisse libres, ils font ce qu'ils veulent. Tant pis, c'est la société qui s'abîme, mais tant pis, ils font leur temps. La génération que j'ai vécue, moi, n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Peu d'argent qu'on gagnait, c'était pas pour nous, c'était pour les parents. Moi, je dis les parents maintenant, ils s'occupent plus de leurs enfants, puis on s'occupe plus des vieux. Moi, mes jeunes, ils auront leur vie. Je vais vous dire ouvertement, quand j'étais grand, j'avais bien 50 ans, je faisais du transport des gosses qui allaient à l'école. Et puis un jour, je les attendais avec le bus, puis décrochaient les marteaux. C'était un cirque pas possible. Alors, je suis engueulé. Il y en a un, vous savez ce qu'il m'a répondu? Toi, le vieux, tu fermes ta gueule.
Alors, on détruit, pour moi, hein, on détruit les valeurs. Alors, les jeunes, ben, ils font n'importe quoi. Qu'ils soient libres, je suis entièrement d'accord. Mais pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Ce qui m'embête, c'est que je ne suis pas à côté d'eux, donc qui veut dire je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, avec les gosses. Là, en ce moment, bon, ben, la vie n'est plus la même. Nos jeunes de maintenant, ben, ils vont galérer pour arriver à faire quelque chose. Bah, très bien, merci Madeleine, voilà pour cette communication entre les générations. On va passer à la dernière partie, 5e partie de cette émission Débattre spéciale jeunesse. Et justement, on va parler de l'avenir, les générations futures. On en a déjà un petit peu parlé, vous, parce que voilà, on parlait de ce contraste déjà avec vous en étant jeune, parce que vous êtes jeune, mais déjà en train peut-être de juger gentiment, doucement, la nouvelle génération qui arrive, et ça, de toute façon, ça sera sans fin. On en a parlé dans cette émission, et je sens que de toute façon, on pourra faire ce qu'on veut, on se comprendra jamais, mais ça fait partie des choses. Donc, on va faire un focus justement sur le monde à venir avec toi, Mochi, justement avec cet environnement différent, comment tu perçois les choses et peut-être les solutions peut-être à amener, qu'on va pouvoir débattre ensemble ici dans cette dernière partie de l'émission. Très bien. Donc déjà, j'aimerais bien faire ça en 2 parties. Donc déjà, j'aimerais aborder ce qui risque de s'empirer dans l'avenir proche ou alors au niveau des prochaines générations. Donc on voit actuellement qu'il y a une montée du fascisme, des tensions qui augmentent de plus en plus. Les ressources naturelles sont en train de devenir de plus en plus rares. Et aussi, on a les conditions climatiques qui augmentent de plus en plus. Du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager vis-à-vis de ça. Vos craintes par rapport à tout ça, parce que vu le menu que tu viens de nous donner, ça donne envie d'aller dans le futur. Mais c'est tout est réel. La Lisa, pour commencer. Lisa. Oui, on en entend de plus en plus parler de l'anxiété environnementale, je crois que ça s'appelle. Oui. C'est l'anxiété de l'avenir de notre planète, en fait. De l'avenir qu'on va laisser à nos enfants si on en a, de l'avenir de ce voilà. qu'on fait, de tous les gestes qu'on fait. Parce que c'est qu'on essaye de faire au mieux, si on fait du tri, si on fait ces choses-là, on essaye de faire attention. Et surtout, c'est comme, par exemple, le président qui nous dit faut réarmer la France. Réarmement démographique. Il faut faire des enfants. Alors que déjà, de 1, il y en a. Tout le monde n'a plus envie de faire des enfants avec le menu que vous proposez pour le futur. Ils nous disent qu'il faut en refaire alors qu'on est trop sur Terre. Et ensuite. Ah oui, mais là, lui, il pense économiquement. Bah oui. Il va dire que si on est de moins en moins en France, il n'y a plus de pognon. Forcément, les nouvelles générations, on pense aux futures générations. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc forcément, ça fait peur. Et donc, c'est quoi les envies qu'on en a aujourd'hui? en fait. Bah oui. Voilà. C'est vrai. Voir que notre président, face à tous ces enjeux, tout ce bordel, la seule chose qu'il a à dire, c'est oui, faites plus d'enfants. Comme si c'était une guerre faite par les ventres. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas anodin de créer un être humain. Enfin, surtout pour c'est des responsabilités, quoi. Pour les parents, que ça soit. Non, mais normalement, c'est pas une responsabilité, c'est une envie. Il faut avoir une envie, mais après, derrière, cette envie-là, il faut avoir la responsabilité de savoir c'est quoi comme engagement. Ouais. Enfin, de faire un enfant, c'est pas que les bons côtés, à un moment donné. C'est aussi douloureux pour les personnes qui portent les enfants. Ah, c'est moi, j'ai vraiment pas envie. Pensez à toutes les femmes. J'ai vraiment pas envie d'avoir d'enfant. Que ce soit juste parce que vraiment, juste avoir un homme qui chiale, ça me fait chier déjà. Mais en plus de ça, juste, j'ai pas envie d'avoir un enfant et lui offrir un avenir incertain, à la base. Vu comme on est en train, en plus avec les intelligences artificielles qui sont en train de bouffer énormément d'électricité, d'énergie, tout ça, vu l'état dans lequel on va leur laisser notre planète, moi j'ai pas envie d'avoir un enfant qui va juste vivre le calvaire, un gros calvaire, genre. J'ai pas envie de ça. Moi, si j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie qu'il vive bien, j'ai envie qu'il soit bien dans sa planète, qu'il soit bien dans son pays, ou ce genre de choses. Je veux qu'il se porte bien, j'ai pas envie qu'il ait un cancer du poumon à 10 ans, quoi. J'ai pas envie de ça. Parce que j'ai pas envie.
C'est super intéressant ce que vous dites, c'est que justement, là, vous êtes la génération de demain et voilà, c'est toutes les conséquences de tout ce qu'il y a eu ces dernières années et des abus qu'on est en train que vous êtes, vous, en train de subir, que vous allez, on va tous faire subir à nos enfants si on en fait, et personne n'a envie de transmettre ça. Et c'est un discours qu'il y a de plus en plus, et heureusement, et tant mieux, mais j'ai pas le sentiment que même si on a ce discours-là de plus en plus, qu'on est en train de faire tout pour essayer de faire marche arrière et essayer de faire pour que, que tout, voilà. Mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à plein de choses aujourd'hui pour essayer que le monde soit meilleur? Je sais pas, j'ai envie de lancer cette question-là parce que Bien sûr. on a tous envie que ça change, hein, moi le premier, Oui. mais il y a des choses que je suis peut-être pas encore la conscience assez de lâcher. Je parle des technologies, on est tous avec nos portables, mais on peut commencer rien que pour ça, hein. Il faudrait faire un grand pas en arrière par rapport à ça parce que les minerais, tout ce qu'il y a dans nos portables et tout pour pouvoir les construire, ça bouffe énormément l'environnement, la condition humaine aussi, parce que quand on voit les conditions, les enfants qu'on envoie pour aller chercher tout ça, enfin, il faut se rendre compte de tout ça, et on ne se rend pas forcément compte, parce que si on ne met pas, on n'en sait rien. Bah oui, on est dans le déni aussi, puisque même Complètement. parfois on sait, on le voit pas, on fait bon. Mais on le sait tous, enfin on le sait tous, c'est-à-dire la grande majorité, on est au courant, mais est-ce qu'on a envie de plus avoir ça? Je sais Mais pas. Ça veut dire qu'il y a tout un travail d'éducation à faire, d'éducation sur du coup prendre conscience qu'il faut respecter les autres et la planète, et que actuellement là, on pourra pas offrir d'avenir pour qui que ce soit si on continue à consommer comme on le fait actuellement. Capitalisme. Donc il y avait ça, et pareil aussi, on peut voir que en ce moment il y a une dédramatisation du racisme par exemple qui commence à être de plus en plus présent, ou pareil, personnellement je vois beaucoup de gens faire des blagues sur le nazisme, quelque chose que je comprends absolument pas parce que c'est quelque chose qui a traumatisé toutes les générations et même la nôtre. On a encore des conséquences actuelles de ce qui s'est passé là-bas, et je comprends pas à quel moment des gens peuvent trouver ça ok de faire des blagues là-dessus, surtout que c'est pas des blagues drôles, soyez drôles. Surtout c'est taper les victimes en fait. C'est ça qui est horrible. Et oui, en parlant de racisme, juste pour une couleur de peau, quoi, alors que ça aurait pu être nous. On aurait Personne ne choisit rien. on aurait pu naître en Asie, aux États-Unis, au Pérou. Je sais pas, ça n'a pas coché. Hein. Quand t'es encore dans le ventre de ta mère, t'es juste en train de faire un gambling de foot, c'était au casino. Tu choisis ton pays à ce moment-là, mais t'as pas trop le choix, mais en même temps tu choisis. Plutôt la roulette là. T'as pas eu de chance. C'est la roulette russe. C'est la roulette russe, exactement. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres déjà en arrivant dans ce monde. C'est un peu un discours un peu schizophrène. Non, mais parce que moi j'ai un double discours, c'est que pour en revenir à si on veut des enfants ou quoi, ça peut être aussi justement avoir espoir que ça s'améliore. Que ça change en éduquant ses enfants comme on a envie. Oui, voilà. Et puis en fait, c'est peut-être ça aussi la solution en fait. Moi, c'est ça. Donc c'est un peu. Mais bon, est-ce que la majorité pense comme ça? Mais moi j'ai le sentiment là. Moi, je sais pas, j'écoute la nouvelle génération de plus en plus, même des enfants qui sont vraiment qui ont 9-10 ans par exemple, on les écoute parler et tout. Et je trouve qu'il y a la conscience, et moi j'avais pas cette conscience là quand j'étais petit, mais pas du tout, on pensait pas du tout comme ça. Alors c'est encore une autre génération, mais on pense pas comme ça. Et de voir cette génération là déjà aussi mûre et aussi petit, de se projeter dans l'avenir et de comprendre déjà toutes ces choses là, je dis il y a de l'espoir quand même, il y a peut-être de l'espoir. Alors, j'ai envie d'être positif, presque envie de terminer cette émission sur un petit point positif, malgré que voilà ce qu'on nous annonce, tu en parlais tout à l'heure avec Emmanuel Macron qui annonce faut réarmer, il faut faire ça. Wow, ça donne envie, faites des enfants et on va réarmer parce que il faut se protéger, d'accord, mais bon, qui a envie de se prendre une bonne guerre dans la tronche, quoi? Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui en rêve, quoi, hein. À part les tordus, et il y en a aussi. Mais voilà, si c'est ça l'avenir, oui, là, j'ai envie de dire, faut pas faire d'enfants, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que on là... peut encore parler de... je t'en prie.
Moshi, vas-y. Excusez-moi, hein, Bah oui. j'ai dit qu'on faisait ça en 2 parties. Ah oui, J'attends c'est la vrai, deuxième partie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis le fil rouge de cette émission. Exactement. Donc, deuxième partie. Deuxième partie, du coup, tout n'est pas perdu. Voilà, j'essaie de positiver un petit peu. L'optimisation, hein, Fallait pas dire pleurer ce soir comme on fait tout le temps. J'en peux plus. Donc, ce que je voulais aborder, bah, c'est que malgré le fait que c'est giga bordel, bah, il y a quand même des avancées, par exemple au niveau de la médecine, du côté bah, de la santé en général et de la santé mentale. On prend conscience de plus en plus de choses et il y a des avancées qui permettent de sauver des millions de vies tous les ans. Pareil, bah, notre génération prend de plus en plus conscience des enjeux qu'il y a et aussi quelque chose de très bien qui est à noter, c'est que bah, notre génération a surtout envie de se faire respecter et de vivre une vie correcte et ça se voit justement bah, par le travail où on ne s'abaisse plus à des standards qui nous font souffrir et je trouve que c'est vraiment bien et que bah, comme ça a été dit, il y a quand même de l'espoir pour les futures générations. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, on va terminer sur ces belles paroles. C'est voilà, un côté Bon, positif faites des gosses. dans tout ça. Faites des enfants. Ou pas si vous n'avez pas envie. Ou pas. Surpopulation, attention quand même. Faites vos propres choix, quoi. On va conclure comme ça. C'est C'est vous ça, qui c'est décidez. Faites-vous plaisir, je sais pas. Vivez votre vie C'est comme bon, vous ça, avez envie de la non, vivre. Hein. C'est clair. On va terminer ainsi. En tout cas, bah, merci à tous les trois. Merci à tous les trois d'avoir animé ce débat dans cette troisième émission Débattre de la saison 2 de la MLTV. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, faites connaître la MLTV en partageant l'émission, en partageant les décapsules, toutes les vidéos, tous les contenus de nos chaînes sur YouTube, Facebook ou encore Instagram pour ne citer que. Et commentez, donnez votre avis également sur tout ce qu'on a pu dire, parce qu'on a le droit d'être pour et contre, et c'est ça le débat. Et c'est ça qui fait aussi que cette émission existe, puisque sans débat, il n'y a pas de conversation, ça ne sert à rien, on reste buté sur nos idées. C'est ça. Redécouvrez toutes nos émissions en replay également, tout le contenu est disponible. Je remercie tous ceux qui ont été derrière la caméra dans cette émission en technique, Johan, Marius, Caïs, Roman, Robinson et Charlotte qui nous a aussi aidé à préparer cette émission. Bravo à vous tous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Débattre. Restez bien connectés à la MLTV, on se dit à très vite. Merci à tous. Au revoir, ciao.